Ne monte pas dans la voiture, ta femme a coupé les freins, cria un petit mendiant en voyant le millionnaire monter dans sa voiture de luxe. Soupçonnant quelque chose, le millionnaire commença à enquêter et ce qu'il découvrit le laissa sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil ardent de l'Arizona faisait brûler l'asphalte les pieds nus du petit Frank qui marchait lentement dans les rues près de l'aéroport international. Ses grands yeux sombres, marqués par de profondes cernes, observaient chaque passant tandis que son estomac souffrait de faim. Cela faisait 2 jours qu'il n'avait rien mangé sauf des restes trouvés dans les poubelles des restaurants élégants de la région. Le pantalon déchiré et la chemise décolorée qu'il portait n'offraient aucune protection contre la chaleur implacable de ce matin. Frank essuya la sueur de son front avec le dos de ses mains sales, laissant une marque sombre sur sa peau bronzée. Ses cheveux noirs en désordre étaient emmêlés sur son front et sa gorge brûlait de soif. La bouteille d'eau qu'il portait était vide depuis la veille au soir. Les gens se précipitaient en passant, certains détournant délibérément leur chemin pour éviter de croiser le garçon. Frank observait leurs chaussures, toujours brillantes et bien entretenues, si différentes de ses pieds blessés. Une femme au look raffiné passa à côté de lui, son parfum coûteux laissant une traînée dans l'air. « S'il te plaît, maman, peux-tu m'aider ? J'ai très faim, implora-t-il, la voix rauque de la soif. La femme serra fermement son sac à main de créateur contre elle et accéléra le pas comme si Frank représentait une menace. Le garçon baissa la tête, sentant les larmes brûler ses yeux, mais il ne les laissa pas tomber. Sa grand-mère lui avait toujours dit que pleurer ne remplissait pas un estomac vide et qu'il devait être fort. Avant qu'elle ne quitte ce monde, elle lui avait appris à maintenir sa dignité même dans les moments les plus difficiles. Les heures s'étiraient et Frank poursuivait son pèlerinage. Il vit une famille quitter un snack-bar, les enfants portant d'énormes glaces qui fondaient au soleil. Son estomac gargouillait si fort qu'il s'agenouilla pour tenter de dissimuler le bruit. « Excusez-moi, marmonna-t-il au père, pourriez-vous me donner un peu d'argent pour que je puisse acheter de la nourriture ?» L'homme fit semblant de ne pas entendre, repoussant ses enfants loin du garçon. L'un des enfants regarda en arrière, ses yeux rencontrant ceux de Frank pendant un bref instant avant que son père ne l'attire plus fort. Frank sentit une boule dans sa gorge en regardant la glace de la fille dégoulinée sur le sol, gaspillant quelque chose qui serait un véritable festin pour lui. Le petit mendiant poursuivit son chemin, s'arrêtant occasionnellement pour se reposer à l'ombre d'un arbre ou d'un auvent. Ses jambes maigres tremblaient de fatigue et de faim. Près d'un nouveau stand, il vit son propre reflet dans la vitre et se reconnut à peine. Il était plus maigre que la semaine précédente, ses côtes visibles sous la chemise fine, ses yeux enfoncés comme 2 puits sombres dans son visage enfantin. Les gens continuaient de passer, certains bavardant sur leur téléphone coûteux, d'autres portant des sacs de shopping de magasins de luxe. Frank observait tout cela avec un mélange de fascination et de tristesse, imaginant ce que ce serait d'avoir une vie normale, avec de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de sa tête. « S'il te plaît, chuchota-t-il à chaque passant, un peu de monnaie aide. » Un vendeur de rue vendant des cigarettes le vit fouiller dans une poubelle proche et lui cria de partir, menaçant d'appeler la police. Frank courut avec ses jambes faibles, presque sur le point de lâcher prise, le cœur battant dans sa poitrine. Il se cacha derrière une voiture garée, essayant de reprendre son souffle tandis que son estomac protestait douloureusement. La journée touchait à sa fin lorsque Frank décida de tenter sa dernière chance à l'aéroport. C'était son endroit préféré pour mendier, car les gens semblaient plus disposés à aider à leur arrivée ou à leur départ. Il s'appuya contre un poteau pour reposer ses jambes, tremblant tellement qu'il pouvait à peine se tenir debout. « Encore quelques heures, pensa-t-il, je dois obtenir de l'argent aujourd'hui. » Alors que l'activité à l'aéroport commençait à ralentir, les yeux fatigués de Frank repérèrent un homme différent sortant par la porte principale. Edward Monroe marchait avec une élégance naturelle, son costume italien impeccable contrastant violemment avec les vêtements en haillons du garçon. Contrairement aux autres passagers, il ne portait aucun bagage, seulement une mallette en cuir probablement plus précieuse que tout ce que Frank avait jamais vu dans sa vie. Frank prit une profonde inspiration, rassemblant les dernières forces qui lui restaient. Ses pieds nus et blessés brûlaient à chaque pas qu'il faisait vers l'homme d'affaires. Le sol retenait encore la chaleur de cette journée implacable, mais il était déjà habitué à la douleur. Il s'approcha prudemment, ses jambes fines tremblant non seulement de fatigue mais aussi de peur du rejet qu'il connaissait si bien. « Monsieur, » appela-t-il, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'avait voulu, « pourriez-vous m'aider avec un peu de monnaie ? Je n'ai pas mangé depuis hier. » Ces mots étaient sincères, chargés du poids de la faim qui lui tenaillait l'estomac. Edward fixa ses yeux bruns sur la silhouette affaiblie devant lui.
L'homme d'affaires ressentit quelque chose de différent en voyant cet enfant, quelque chose au-delà de la compassion superficielle habituelle. Le petit mendiant resta immobile, ses grands yeux fixés sur l'homme qui pourrait être son dernier espoir de la journée. Ses mains tremblantes étaient tendues, non pas dans une supplique exagérée comme il le faisait habituellement, mais simplement en attente, comme si ce simple geste portait tout le poids de sa souffrance et de son existence. « Comment tu t'appelles, petit ?» demanda Édouard d'une voix profonde mais douce, surprenant le garçon habitué aux ordres durs de partir. Franck sentit ses yeux brûler avec cette démonstration inattendue d'humanité. C'était la première fois de la journée que quelqu'un s'intéressait à son nom, à son identité au-delà de la figure d'un mendiant que tout le monde voyait. « Monsieur », répondit-il en avalant difficilement pour contenir l'émotion qui menaçait de déborder, « Franck Ramirez. » Le nom était une invention de dernière minute, quelque chose que sa grand-mère avait l'habitude d'utiliser quand elle était encore vivante. Édouard hocha la tête comme si ce nom avait une signification spéciale et commença à chercher dans ses poches quelques pièces. Le cœur de Franck s'accéléra en voyant l'homme d'affaires sortir des pièces de sa poche, c'était plus que ce que certaines personnes donnaient en une semaine entière. Édouard tendit la main pour lui donner de l'argent et Franck pouvait sentir le parfum coûteux émanant de l'homme, si différent de la sueur et de la poussière qui imprégnaient ses propres vêtements. Au moment où les pièces touchèrent sa petite paume sale, Franck sentit une vague de soulagement envahir son corps affamé. Enfin, il pourrait acheter quelque chose à manger, peut-être même en économiser pour le lendemain. Mais son moment de bonheur fut brutalement interrompu lorsqu'une des pièces glissa de sa main tremblante. Le temps sembla ralentir alors que la pièce roulait le long du trottoir vers la rue. Franck regarda horrifié cette petite fortune glisser entre ses doigts sans penser aux conséquences. Poussé par la faim et le désespoir de 2 jours sans nourriture, il se lança après la pièce. Le rugissement d'une moto traversa l'air, se mêlant aux cris d'Édouard qui tentait d'avertir le garçon. Franck se concentra uniquement sur le fait de ne pas perdre cette précieuse pièce et ne remarqua pas le danger imminent. Le motard, distrait dans ses pensées, ne vit pas non plus le petit corps courant vers lui. Le bruit tonitruant de l'impact résonna à l'entrée de l'aéroport, faisant arrêter tout le monde autour de lui. Le corps frêle de Franck fut projeté de plusieurs mètres en avant, tombant sur l'asphalte chaud comme une poupée de chiffon. La pièce, objet de son désespoir, continua de rouler jusqu'à tomber dans un égout proche, son tintement métallique perdu parmi les cris horrifiés des passants. Édouard Monroe sentit son sang se glacer alors qu'il courait vers le garçon. Le motard, un jeune homme effrayé, resta paralysé sur sa moto rouge, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les gens commençaient à se rassembler, certains filmant avec leur téléphone portable, d'autres simplement regardant la tragédie avec de grands yeux. L'homme d'affaires s'agenouilla à côté de Franck, son costume italien désormais en contact direct avec l'asphalte sale. Le visage du garçon était pâle, un filet de sang coulait de son front et tachait ses cheveux noirs en désordre. Ses yeux, autrefois si vivants malgré la souffrance, restaient fermés et sa respiration était superficielle et irrégulière. « Quelqu'un appelle une ambulance !» s'écria Édouard de sa voix autoritaire, coupant le murmure de la foule rassemblée. Une dame bien habillée s'approcha, suggérant qu'ils attendent le service public d'ambulance, mais Édouard savait que chaque seconde était précieuse. « Il n'y a pas de temps », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Avec précaution, Édouard glissa ses bras sous le corps sans vie de Franck. Le garçon était si léger, si terriblement léger que l'homme d'affaires sentit son cœur se serrer encore plus. Les côtes saillantes sous la chemise déchirée trahissaient des jours, des semaines, peut-être des mois de faim. Le sang de l'enfant commençait à tacher la chemise blanche impeccable d'Édouard et son costume coûteux, mais cela ne le dérangeait pas. Le motard finit par descendre de sa moto, s'approchant à pas hésitants. « Je ne l'ai pas vu, je vérifiais juste un message », marmonna-t-il, mais Édouard l'ignora complètement. Ses années d'expérience en affaires lui avaient appris que certaines situations nécessitaient une action immédiate, et c'était l'un de ces moments. Portant Franck dans ses bras, Édouard marcha rapidement vers sa voiture importée. Certaines personnes tentèrent de l'arrêter, argumentant sur les procédures légales et la nécessité d'attendre les autorités, mais il les repoussa d'un regard sévère. « Ce garçon a besoin d'aide maintenant », déclara-t-il, sans laisser place à la discussion. Le corps de Franck devenait de plus en plus froid chaque seconde, sa peau bronzée prenant une teinte grisâtre qui fit frissonner Édouard dans le dos. En plaçant le garçon sur le siège arrière de sa voiture, il remarqua que les petites mains sales étaient toujours serrées en poing fermé, comme si, même inconscient, il luttait encore pour survivre. Le puissant moteur de la voiture rugit alors qu'Édouard tourna la clé dans le contact. À travers le rétroviseur,
il pouvait voir le visage meurtri de Frank et une détermination féroce prendre possession de lui. Ce garçon qui, il y a quelques minutes, n'était qu'un autre parmi tant d'autres mendiants, était maintenant sous sa responsabilité et il ne permettrait pas qu'une autre jeune vie soit perdue dans les rues cruelles de l'Arizona. En accélérant à travers les rues de la ville, Edward murmura des mots d'encouragement à Frank comme si sa voix pouvait atteindre la conscience dormant du garçon. « Tiens bon, petit, tu n'es plus seul maintenant », promit-il, appuyant plus fort sur l'accélérateur. Le destin avait placé cet enfant sur son chemin et maintenant leur vie était inévitablement liée par un accident qui allait à jamais changer le cours de leurs existences. Quelques minutes plus tard, l'hôpital Santa Maria n'avait jamais été témoin d'une arrivée aussi dramatique que celle de cet après-midi. Edward Monroe fit irruption par les portes d'urgence, portant le corps inconscient de Frank, son costume italien complètement taché du sang de l'enfant. Ses yeux, habituellement calculateurs après des années à diriger des entreprises, exprimaient maintenant un désespoir authentique. « J'ai besoin d'aide immédiatement », résonna sa voix profonde dans l'environnement stérile de l'hôpital. L'équipe médicale réagit instantanément en reconnaissant l'homme d'affaires. Une civière fut rapidement apportée et Edward posa doucement le corps frêle du garçon dessus. Le docteur Felipe Ortiz, chef de la salle d'urgence, commença immédiatement à examiner Frank. Ses mains expérimentées bougeaient avec une précision méthodique sur le corps blessé. Le moniteur cardiaque fut allumé, son bip aigu résonnant comme un rappel agonisant que chaque seconde était précieuse. « Nous devons le faire passer pour des tests immédiatement », déclara le docteur, tandis qu'une infirmière coupait soigneusement la chemise déchirée de Frank, révélant un corps marqué non seulement par l'accident mais par des années de privation. Edward sentit son cœur se serrer à la vue des côtes proéminentes du garçon, témoin silencieux de nombreux jours sans repas adéquat. L'infirmière plus âgée, Madame Rosa, ne put contenir une exclamation de compassion en voyant l'état de l'enfant. Les couloirs de l'hôpital devinrent flous alors que l'équipe médicale poussait la civière vers la salle de tomodensitométrie. Edward tenta de suivre, ses chaussures italiennes résonnant contre le sol en marbre. Le docteur Ortiz aboya des ordres précis, demandant divers tests et procédures que Edward comprenait à peine. Une jeune infirmière tenta doucement de l'empêcher d'entrer dans la zone restreinte, mais il resta là, les yeux fixés sur la porte où Frank avait disparu dans la salle d'attente. L'homme d'affaires se retrouva confronté à une avalanche de formulaires et de questions bureaucratiques. La réceptionniste, une femme d'âge moyen au regard sévère, demanda des informations qu'il n'avait pas, nom complet, âge exact, antécédents médicaux, allergies connues. Edward passa ses mains dans ses cheveux grisonnants, sa frustration grandissant à chaque question sans réponse. « Je m'appelle Frank », répondit-il, sa voix trahissant l'épuisement émotionnel du moment, les autres découvriront après qu'il sera hors de danger. Le temps s'étira avec une lenteur cruelle. Edward s'était installé dans l'un des fauteuils de la salle d'attente, les yeux fixés sur l'horloge murale qui semblait bouger ses aiguilles avec une lenteur délibérée. Son téléphone ne cessait de sonner. C'étaient des rendez-vous inévitables de l'assistant de son partenaire, qui semblait maintenant terriblement insignifiant. D'un geste irrité, il éteignit l'appareil. À ce moment-là, sa seule préoccupation était pour le petit garçon mendiant que le destin avait placé sur son chemin. Madame Rosa apparut de temps en temps pour informer Edward de la situation de Frank, qui subissait une batterie de tests, radiographie, tomodensitogramme, analyse de sang. Chaque nouvelle information ressemblait à une aiguille d'anxiété perçant sa poitrine. L'infirmière remarqua les mains tremblantes de l'homme d'affaires, défiant le protocole de l'hôpital, lui apporta une tasse de café. « Vous devez rester fort », dit-elle gentiment, « ce garçon va beaucoup avoir besoin de vous quand il se réveillera. » Les heures s'accumulaient et Edward resta là, sa silhouette imposante maintenant voûtée par l'inquiétude. Plusieurs médecins allaient et venaient de la zone restreinte, leur visage sérieux ne révélant rien sur l'état de Frank. L'homme d'affaires observait chaque mouvement, chaque expression, essayant de déchiffrer les nouvelles sur les visages des professionnels. Lorsqu'ils passèrent, une travailleuse sociale s'approcha de lui, son carnet préparé pour plus de questions, mais Edward l'arrêta d'un geste. « Pas maintenant », dit-il fermement, « d'abord, nous devons nous assurer qu'il survit. Pour les questions légales, mes avocats sont déjà en route. » La travailleuse sociale fronça les sourcils, visiblement mécontente de la réponse. « Monsieur Monroe, il y a des procédures à suivre. Cet enfant doit être envoyé dans un refuge dès qu'il sera stable. » Le conflit dans la salle grandissait minute après minute. Le docteur Hart tenta de recentrer la discussion sur les aspects médicaux tandis que la travailleuse sociale insistait sur les questions bureaucratiques. Edward resta debout, sa posture révélant des années d'autorité en affaires.
Franck ne va pas dans un refuge, déclara-t-il fermement, pas tant que je peux l'empêcher. La discussion fut interrompue par une alerte de la salle où Franck était admis. Le docteur Ortiz sortit en courant, suivi de près par Édouard. La pression intracrânienne du garçon avait soudainement augmenté, causant une série de complications. L'équipe médicale travailla frénétiquement autour du lit tandis que les moniteurs émettaient des sons alarmants. Édouard regardait impuissant depuis l'embrasure de la porte, le cœur battant de manière erratique. Madame Rosa s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Il est fort, » murmura-t-elle, « il a survécu dans les rues tout ce temps, il survivra aussi à ça. » L'homme d'affaires acquiesça silencieusement, ses mains serrant le cadre de la porte si fort que ses jointures devinrent blanches. Les heures suivantes furent une torture. L'équipe médicale parvint à stabiliser Franck, mais le risque restait élevé. Édouard refusa de quitter l'hôpital, même lorsque son assistant personnel arriva avec des vêtements propres et des documents urgents à signer. « Annulez tout », ordonna-t-il, sans détourner les yeux du moniteur cardiaque qui marquait les battements du cœur de Franck. Rien n'était plus important maintenant. La nuit tomba et Édouard resta en veille silencieuse. Madame Valencia revint plusieurs fois, toujours avec plus de formulaires et des avertissements sur les procédures légales. L'homme d'affaires l'ignora poliment, son attention complètement concentrée sur chaque petit changement dans l'état de Franck. Les médecins allaient et venaient de la salle, vérifiant les signes vitaux et ajustant les médicaments. Au milieu de la nuit, Édouard céda finalement à la fatigue et s'installa dans un fauteuil à côté du lit de Franck. Il regarda le visage meurtri du garçon, si jeune et déjà marqué par tant de souffrances. « Comment ai-je pu laisser cela arriver dans ma ville ?» pensa-t-il, la culpabilité pesant sur sa poitrine. Combien d'autres Miguel sont là dehors, invisibles à nos yeux? La première lueur de l'aube commença à pénétrer par les fissures des fenêtres lorsque Franck bougea enfin ses doigts. Édouard, qui s'était assoupi dans le fauteuil inconfortable, se réveilla immédiatement en entendant un léger gémissement du lit. Le garçon cligna plusieurs fois des yeux sombres, essayant de s'adapter à la luminosité de la pièce. « Où suis-je » murmura-t-il, la voix rauque et effrayée. Madame Rosa entra dans la pièce au moment exact où Édouard se levait du fauteuil. L'infirmière expérimentée s'approcha avec des mouvements doux, vérifiant les signes vitaux du garçon tout en parlant sur un ton maternel. « Tu es à l'hôpital, petit. Tu as eu un accident, mais tu es en sécurité maintenant. » Franck tenta de bouger, mais une vague de douleur le força à rester immobile. Ses yeux effrayés parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve le visage familier d'Édouard. « Toi, l'homme de la pièce » murmura Franck, essayant d'organiser ses souvenirs confus. Édouard s'approcha du lit, sentant une boule dans sa gorge en voyant la reconnaissance dans les yeux du garçon. « Oui, Franck, je suis ici depuis hier. » Le petit mendiant fronça les sourcils, comme s'il essayait de comprendre pourquoi un homme si important resterait aux côtés d'un enfant des rues aussi longtemps. Le docteur Ortiz arriva pour faire son évaluation matinale, positivement surpris par l'état de conscience du patient. « C'est un vrai miracle », déclara-t-il après une série de tests neurologiques de base. Le traumatisme aurait pu causer des dommages bien plus graves. Édouard observa chaque mouvement du docteur attentivement, son cœur se détendant en voyant que Franck répondait bien aux examens. La matinée progressa et Franck commença à se sentir plus à l'aise, bien qu'il soit encore clairement confus par toute la situation. Une aide-soignante apporta un plateau de petit déjeuner et les yeux du garçon s'élargirent à la vue de tant de nourriture. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la cuillère, les années de faim faisant tourner son estomac à la vue d'un repas complet. Lentement, Madame Rosa l'instruit avec douceur, « Aide-toi à manger, ton corps a besoin de se réhabituer aux repas réguliers. » Édouard observa la scène avec des émotions mêlées, son esprit formulant déjà des plans pour l'avenir. Il ne pouvait pas permettre à cet enfant de retourner dans les rues, pas après tout ce qui s'était passé. Madame Valencia revint dans la pièce, cette fois accompagnée d'un représentant des services sociaux pour enfants. Édouard perçut immédiatement la tension qui s'installait. Franck, même dans son état d'ébriété, ressentait également le changement dans l'atmosphère, ses yeux passant anxieusement d'un adulte à l'autre. « Nous devons discuter du transfert mineur », commença la travailleuse sociale de sa voix professionnelle, à peine masquant son impatience. C'est à ce moment qu'Édouard prit une décision qui allait à jamais changer non seulement sa vie, mais surtout celle de Franck. Il se leva de sa chaise, retrouvant toute l'autorité qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus respectés des États-Unis. « Aucun transfert ne sera nécessaire », déclara-t-il fermement, « Franck restera sous ma responsabilité jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente pour sa situation. »
Le garçon regarda Édouard avec un mélange d'espoir et d'incrédulité, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il entendait. Madame Valencia commença à protester, citant les règlements et les procédures, mais Édouard l'interrompit d'un geste décisif. Mes avocats préparent déjà toute la documentation nécessaire. Franck a besoin d'un foyer stable pour bien se rétablir et je peux lui fournir cela. La lumière du soleil illuminait maintenant complètement la salle d'hôpital, créant un contraste dramatique entre les ombres et la luminosité. Franck regardait tout avec des yeux larmoyants, ses petites mains serrant fermement le drap blanc de l'hôpital. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, l'espoir. Édouard s'approcha du lit, posant doucement sa main sur celle du garçon. « Qu'en penses-tu, Franck ? Voudrais-tu venir vivre avec moi pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous trouvions un endroit sûr pour toi ?» Après sa sortie, la voiture d'Édouard Monroe passa par les imposantes portes de son manoir en Arizona au crépuscule. Franck, maintenant habillé de nouveaux vêtements achetés sur le chemin du retour, s'émerveilla à travers la fenêtre des jardins parfaitement entretenus qui s'étendaient sur toute la propriété. Le garçon n'avait jamais vu une telle beauté rassemblée en un seul endroit et ses yeux, encore faibles de sa convalescence, tentèrent d'absorber chaque détail de ce nouveau monde qui s'offrait à lui. Édouard observait les réactions du garçon à travers le rétroviseur, un sourire discret sur les lèvres à l'enchantement authentique de l'enfant tout au long du trajet de l'hôpital jusqu'à la maison. Franck resta respectueusement silencieux, comme craignant que le moindre mot de sa part ne brise le rêve qu'il vivait. Ses petites mains s'accrochaient fermement à l'ourlet de sa nouvelle chemise, un geste qui ne passa pas inaperçu pour l'homme d'affaires et qui trahissait toute la nervosité que le garçon tentait de cacher. Le conducteur s'arrêta devant l'entrée principale du manoir et Édouard put voir à travers les vitres teintées la silhouette élégante de sa femme Victoria, se tenant en haut des escaliers. Même de loin, on pouvait remarquer la tension dans sa posture habituellement gracieuse. Elle avait appelé plusieurs fois pendant l'hospitalisation de Franck, mais Édouard avait évité de détailler ses plans, sachant que la conversation devait avoir lieu en personne. Franck, instinctivement, se recroquevilla dans le siège arrière à la vue de la femme aux escaliers. Ses années dans les rues lui avaient appris à lire les gens et quelque chose dans le regard froid de Victoria le faisait se sentir encore plus petit qu'il ne l'était déjà. Édouard sentit l'inconfort du garçon et posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, Franck, c'est ta maison maintenant pour aussi longtemps que nécessaire, » dit-il, sa voix transmettant une confiance qui fit ralentir un peu le cœur du garçon. En sortant de la voiture, Victoria commença à descendre les marches de marbre, chacune de ses foulées résonnant comme un présage de tempête. Elle portait un ensemble en soie bleue qui devait sûrement coûter plus que ce que beaucoup de familles gagnaient en un an, et ses talons hauts produisaient un son net contre le sol poli. Ses yeux verts, habituellement calculateurs, brillaient maintenant d'un mélange d'incrédulité et de mécontentement alors qu'il se posait sur la petite silhouette blessée de Franck. Le garçon se positionna instinctivement à un demi-pas derrière Édouard, utilisant le corps de l'homme d'affaires comme une sorte de bouclier contre le regard perçant de Victoria. L'air était chargé de tension et même le personnel qui circulait habituellement à l'entrée du manoir avait disparu, comme s'il pressentait la tempête qui allait se former. Victoria s'arrêta à quelques pas de son mari, ses lèvres parfaitement peintes dessinant une fine ligne de désapprobation. Son regard alternait entre Édouard et Franck, comme si elle essayait de déchiffrer quelle sorte de folie avait pris possession de lui. Toujours un mari si sensé, le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le son lointain des oiseaux dans le jardin et le bruissement des feuilles des arbres centenaires entourant la propriété. Édouard prit une profonde inspiration, se préparant à la confrontation qu'il savait inévitable. Il connaissait assez bien sa femme pour savoir qu'elle n'accepterait pas facilement la présence d'un garçon des rues dans sa maison immaculée. Victoria avait toujours été obsédée par les apparences et la position sociale, et avoir un mendiant sous son toit, même temporairement, serait comme une offense personnelle à tout ce qu'elle valorisait. Franck trembla légèrement, ses doigts saisissant discrètement l'ourlet du manteau d'Édouard. Le garçon pouvait sentir l'hostilité émanant de la femme élégante en face de lui et des années de survie dans les rues lui avaient appris à reconnaître quand il était le bienvenu. À un moment, il envisagea la possibilité de fuir d'ici, de retourner dans le monde qu'il connaissait, mais la douce touche d'Édouard sur son épaule le maintint en place. La voix de Victoria traversa l'air comme un rasoir. « Nous devons parler en privé », furent ces derniers mots dirigés vers Franck avec un regard qui rendait claire son opinion sur la présence du garçon. Édouard sentit le petit corps derrière lui se raidir encore plus et sa détermination à protéger cet enfant ne fit que se renforcer. « Oui, Victoria, nous devons parler », répondit-il, sa voix calme mais ferme sur de nombreuses choses. Le couple se dirigea vers le bureau privé d'Édouard,
laissant Franck aux soins de Maria, la plus ancienne gouverneure de la maison. Dès que la massive porte en chêne se referma derrière eux, Victoria explosa, son visage se tordant d'un dégoût total. « As-tu complètement perdu la tête, Édouard, en faisant entrer cette vermine dans notre maison? Un mendiant sale et puant, plein de maladies. As-tu pensé à nos amis, les personnes importantes qui nous rendent visite? Et s'ils volent nos affaires? Ces gens sont nés avec la banditisme dans le sang. » Ses paroles débordaient de dégoût et de préjugés alors qu'elle gesticulait frénétiquement. « Ma maison n'est pas un refuge pour de petites graines du mal. Je ne permettrai pas qu'un marginal dorme sous le même toit que moi. » Édouard resta debout derrière son bureau, ses doigts tapotant légèrement le noble bois. « Ce mendiant, comme tu dis, est un enfant nommé Franck, un enfant qui a failli mourir à cause de moi, répondit-il d'une voix contrôlée mais ferme. Victoria arrêta sa marche nerveuse, se tournant brusquement pour faire face à son mari. « À cause de toi? Depuis quand es-tu responsable des garçons de la rue, des petits délinquants et d'autres pauvres malheureux ?» La colère commença à bouillonner à l'intérieur d'Édouard, quelque chose de rare dans son tempérament normalement calculé. « Définis exactement ce que tu proposes, Victoria. » Édouard, sa voix prenant le ton qu'il utilisait habituellement dans les négociations importantes. Victoria s'ajusta dans sa posture élégante, sentant qu'elle prenait enfin un certain contrôle sur la situation. Il peut rester dans la maison des invités du personnel, c'est confortable, il a tout ce dont il a besoin. Et surtout, cela maintient les apparences appropriées. Depuis le jardin, le doux son de la voix de Maria les atteignit, une des employées du manoir essayant toujours de convaincre Franck de bien manger. Édouard jeta un coup d'œil par la fenêtre, remarquant de nouveau comment le garçon mangeait en petites portions comme s'il craignait que cela pourrait être son dernier repas. « Combien de temps accepteras-tu qu'il reste ?» questionna-t-il, se tournant vers sa femme. Victoria calcula soigneusement sa réponse. « 2 semaines, déclara-t-elle fermement. C'est plus que suffisant pour que tu trouves un orphelinat adapté ou une famille prête à l'adopter. » Ses yeux verts fixaient ceux de son mari, rendant sa détermination claire. « Pas un jour de plus, Édouard, et il ne doit pas circuler dans la maison principale sans surveillance. » L'homme d'affaires sentit un goût amer dans sa bouche face aux conditions imposées par sa femme, mais savait qu'il devait accepter. 2 semaines peuvent ne pas suffire, mais c'est mieux que rien. D'accord, accepta-t-il, mais avec quelques conditions. À mes propres conditions également. Victoria leva un sourcil parfaitement dessiné, attendant. Premièrement, il recevra un traitement digne de tout le personnel de la maison. Deuxièmement, il aura accès à des vêtements propres, une nourriture appropriée et tout ce dont il a besoin pour sa récupération. Et troisièmement, fit une pause significative, tu ne le traiteras pas comme s'il était une menace ou un inconvénient. C'est un enfant effrayé qui a failli mourir. Victoria, il mérite au moins du respect. Victoria hocha brièvement la tête, mais ses yeux révélèrent que cette bataille était loin d'être terminée. Très bien, dit-elle en se dirigeant vers la porte du bureau, mais souviens-toi, 2 semaines. Après cela, Édouard, il ira dans un orphelinat, que tu aies trouvé un endroit adapté ou non. Alors qu'il regardait sa femme quitter le bureau, ses talons résonnant dans le couloir comme un rappel constant de sa présence dominante, Édouard ressentit un malaise grandissant dans sa poitrine. Il connaissait bien Victoria pour ne pas croire qu'elle avait accepté cette situation si facilement. Sa femme était connue pour obtenir toujours ce qu'elle voulait, quels que soient les moyens. À l'extérieur, Franck resta assis avec Maria, ses grands yeux se tournant occasionnellement vers la fenêtre du bureau comme s'il essayait de deviner son destin. Édouard pouvait voir la peur et l'incertitude estampées sur le jeune visage, les marques d'une vie trop difficile pour quelqu'un d'aussi petit. Maria se leva du banc, guidant doucement Franck vers les quartiers du personnel. Le garçon marchait d'un pas hésitant, toujours en convalescence des blessures de l'accident. Alors qu'il les regardait s'éloigner, Édouard ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. L'acceptation de Victoria avait été trop rapide, trop facile. Édouard décrocha son téléphone, prêt à appeler ses avocats. Il devait s'assurer que tout était légalement protégé pour garder Franck en sécurité pendant ces 2 semaines. Mais avant de pouvoir composer un numéro, il remarqua quelque chose à travers la fenêtre qui fit refroidir son sang. Victoria, debout sur le porche principal, regardant Franck avec un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas seulement du mépris ou de l'agacement, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de calculateur et de froid qui déclencha tous ses instincts protecteurs. Dans la zone du personnel du manoir Monroe, Pedro, l'un des chauffeurs les plus anciens, regardait Franck assis seul sur un banc de jardin. Le garçon semblait perdu dans ses pensées, ses pieds à peine touchant le sol alors qu'il balançait ses jambes distraitement. Le chauffeur se souvint de la petite voiture rouge qu'il gardait dans son tiroir,
un jouet qui appartenait à son fils il y a de nombreuses années. Franck, Pedro appela, s'approchant avec la voiture dans ses mains. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Les yeux du garçon s'écarquillèrent en voyant le jouet, son éclat rouge captant immédiatement son attention. C'était une voiture simple mais bien conservée, avec des détails chromés qui scintillaient au soleil du matin. Elle appartenait à mon fils quand il avait ton âge, expliqua Pedro en tendant le jouet à Franck. Maintenant, il est bien grandi et je pensais que ça pourrait te plaire. Le garçon hésita un instant, ses petites mains tremblant légèrement alors qu'il tendait la main pour prendre le cadeau. C'était la première fois qu'il recevait un nouveau jouet, quelque chose qui n'avait pas été trouvé dans la poubelle ou trop cassé pour que d'autres enfants le veuillent. Franck tenait la voiture comme si elle était faite du matériau le plus précieux au monde, ses doigts traçant doucement chaque détail. « C'est vraiment pour moi ?» demanda-t-il d'une voix presque chuchotée, incrédule. Pedro hocha la tête, souriant en voyant le bonheur authentique dans les yeux de l'enfant. « Tout à toi, tu peux jouer librement dans le jardin. » Le garçon commença à pousser la voiture sur le sol, s'émerveillant de la douceur avec laquelle les roues tournaient. Chaque tournant, chaque courbe était une nouvelle découverte, et bientôt Franck était complètement absorbé par son jeu. Pedro observa de loin, satisfait d'avoir réussi à apporter un peu de joie à cet enfant qui avait tant souffert. Franck explora chaque coin du jardin avec son nouveau jouet, créant des routes imaginaires entre les plantes et faisant des tours autour des parterres de fleurs. Sa petite voiture rouge était désormais son plus grand trésor, quelque chose qui lui appartenait vraiment. Dans son imagination, il transforma les chemins de pierre en grandes avenues et les escaliers en rampes de course excitantes. Le jeu le conduisit naturellement vers le garage principal du manoir où les voitures luxueuses de la famille étaient gardées. Franck s'arrêta un instant, admirant les véhicules étincelants à travers la porte ouverte. C'étaient des voitures impressionnantes avec une peinture brillante et des chromes qui ressemblaient à des miroirs sous la lumière. Poussant sa petite voiture rouge, Franck entra timidement dans le garage. Le sol était si propre et brillant qu'il pouvait y voir son reflet. Le garçon imagina sa petite voiture rouler aux côtés de ces magnifiques véhicules comme si elle faisait partie de ce monde de luxe et d'élégance. Ses pas le conduisirent plus loin dans le garage où les ombres des voitures créaient des formes intéressantes sur le sol. Le silence là-bas était différent de celui du jardin, plus profond et plus solennel, brisé seulement par le doux roulement des roues de sa petite voiture. Franck était tellement concentré sur son jeu qu'il ne remarqua presque pas le faible bruit des outils venant de l'un des véhicules. C'est alors qu'il vit une paire de jambes dépassant de dessous l'une des voitures les plus élégantes de la collection. Quelqu'un travaillait là, à moitié caché par les ombres du garage. Franck serra sa petite voiture plus fort, sa curiosité enfantine naturelle l'incitant à s'approcher et à voir ce qui se passait. Il s'approcha silencieusement de la voiture, sa petite voiture rouge toujours serrée dans ses petites mains. Le mécanicien sous le véhicule semblait complètement absorbé par son travail, manipulant les outils avec précision tout en marmonnant des mots incompréhensibles pour lui-même. Quelques gouttes d'un liquide sombre dégoûtaient sur le sol, formant de petites flaques sous l'automobile. Curieux comme tout enfant, Franck s'accroupit pour essayer de mieux voir ce que faisait l'homme. Plusieurs outils étaient éparpillés sur le sol, certains sales avec le même liquide sombre qui coulait. Le garçon n'avait jamais vu un mécanicien travailler aussi près, et chaque mouvement des mains de l'homme le fascinait encore plus. « Que répares-tu, monsieur » demanda innocemment Franck, sa voix résonnant dans le garage silencieux. L'effet fut instantané et effrayant. Le mécanicien heurta violemment sa tête contre le dessous de la voiture, laissant échapper une malédiction étouffée. Le son métallique des outils tombant résonna dans l'environnement. L'homme sortit de dessous la voiture avec une vitesse surprenante, son visage rouge et en sueur, ses yeux grands ouverts fixés sur Franck comme si le garçon était un fantôme. « Qui t'a laissé entrer ici ?» balbutia-t-il, ses mains visiblement tremblantes alors qu'il essayait de se sécher avec un chiffon sale. « Je jouais juste avec ma nouvelle petite voiture », répondit Franck en levant le jouet pour le montrer. Le mécanicien semblait de plus en plus nerveux, ramassant maladroitement ses outils et en laissant tomber quelques-uns dans le processus. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir les outils correctement. L'homme continuait de jeter des regards furtifs au garçon et vers l'entrée du garage, comme s'il craignait que quelqu'un d'autre n'apparaisse à tout moment. Franck ne comprenait pas pourquoi le mécanicien agissait si étrangement. Après tout, il faisait juste son travail, n'est-ce pas? Le garçon observa, confus, alors que l'homme rangeait précipitamment ses outils dans une boîte. « Tu ne devrais pas être ici, gamin, » dit le mécanicien d'une voix tremblante, évitant toujours de regarder directement Franck. « Ce garage n'est pas un endroit pour les enfants. » Ces mots sortaient de manière saccadée, comme s'il avait du mal à respirer.
des perles de sueur coulaient sur son front malgré l'environnement frais du garage. Frank fit quelques pas en arrière, surpris par le comportement étrange de l'homme. Dans ses mains, la petite voiture rouge semblait être une ancre de sécurité, quelque chose de familier au milieu de cette situation déconcertante. Le mécanicien ferma maintenant sa boîte à outils avec des mouvements brusques et désynchronisés. « Je suis désolé, monsieur » marmonna Frank d'une petite voix révélant son inconfort. « Je ne voulais pas vous déranger. » L'homme semblait à peine entendre ces mots, trop occupé à essayer d'organiser ses affaires avec des mains tremblantes. Le garçon pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la situation, même sans comprendre exactement ce qui se passait. Le silence qui suivit était lourd et inconfortable, brisé seulement par le son métallique des outils étant rangés précipitamment. Frank resta immobile, regardant le mécanicien qui semblait de plus en plus anxieux de partir. L'homme parvint finalement à fermer sa boîte à outils. Se levant avec des mouvements raides et non naturels, il murmura nerveusement, ajustant la casquette tachée de graisse sur sa tête. Ses mains tremblaient encore alors qu'il tenait la lourde boîte à outils. « J'ai oublié une pièce très importante pour finir le travail. » Frank regarda avec une curiosité enfantine alors que l'homme trébuchait sur ses propres mots. Le mécanicien pouvait à peine garder ses yeux fixés sur un seul point, son regard passant de l'enfant à la porte, de la voiture à ses outils, comme s'il cherchait une issue de secours. « Tu seras long ? Tu reviendras, monsieur » demanda innocemment Frank en jouant avec les roues de sa petite voiture rouge. L'homme faillit laisser tomber sa boîte à outils en entendant la question. « Non, je veux dire, oui. Je ne sais pas, je dois y aller, répondit-il, ses mots se déversant de manière décousue et insensée. Le mécanicien commença à marcher vers la sortie du garage, ses pas pressés et inégaux. Pendant un instant, il sembla qu'il allait dire autre chose, mais il changea d'avis, claquant sa bouche. Ses bottes faisaient un bruit lourd contre le sol poli, résonnant dans le garage silencieux. Frank haussa les épaules, la faim commençant à se manifester dans son estomac. Le soleil était déjà haut dans le ciel, indiquant qu'il était près de l'heure du déjeuner. « Je pense que je vais chercher Maria » se dit-il, se souvenant de la bonne odeur qui venait de la cuisine des employés plus tôt. Le garçon commença à s'éloigner du garage, sa petite voiture rouge roulant doucement à ses côtés. « Au revoir, monsieur le mécanicien » salua-t-il poliment comme sa grand-mère lui avait appris. L'homme fit un signe de la main maladroit, faussant presque de laisser tomber ses outils à nouveau. Alors que Frank s'éloignait, il pouvait entendre le son des pas précipités du mécanicien s'éloigner dans la direction opposée. Son estomac gargouillait de nouveau, plus fort cette fois. Maria doit avoir quelque chose de délicieux à manger, pensa-t-il, remonté par l'idée d'un repas chaud. Les derniers rayons du soleil du matin illuminaient le garage à travers les grandes fenêtres, créant de brillantes réflexions sur les voitures de luxe. Frank jeta un dernier coup d'œil au véhicule où le mécanicien avait travaillé, de petites gouttes du liquide sombre marquant encore le sol en dessous, formant une flaque qui brillait étrangement à la lumière. « Un homme étrange » murmura Frank en serrant sa petite voiture rouge contre sa poitrine, son estomac gargouillant pour la 3e fois, lui rappelant sa faim. Le garçon accéléra le pas vers la cuisine des employés, quittant le garage et son étrange visiteur. Le soleil de midi brillait maintenant fort sur le manoir Monroe, et Frank retourna vers la zone des employés, impatient de son déjeuner. L'odeur de la nourriture lui parvint déjà, lui faisant saliver. Dans ses mains, la petite voiture rouge restait son plus grand trésor, une ancre de normalité après cette rencontre troublante dans le garage. La faim était une vieille connaissance de Frank, une compagne constante de ses jours dans les rues, même maintenant qu'il vivait au manoir Monroe. Ce sentiment familier le fit se réveiller au milieu de l'après-midi. Le déjeuner avait été servi plus tôt, mais le garçon s'habituait encore aux heures régulières des repas et son estomac protestait, demandant plus. La cuisine des employés était calme à cette heure, lorsque la plupart du personnel se reposait ou s'occupait d'autres tâches autour de la propriété. Frank quitta soigneusement sa petite voiture rouge rangée sous son lit et se dirigea vers l'endroit, ses pieds nus ne faisant aucun bruit contre le sol froid. L'arôme du café fraîchement préparé et des gâteaux cuits flottait encore dans l'air, faisant rugir son estomac encore plus fort. La porte de la cuisine était entr'ouverte et à travers la fissure, Frank pouvait voir que la pièce semblait vide. Des années passées dans les rues lui avaient appris à être aussi silencieux qu'un chat, et il glissa à l'intérieur sans faire de bruit. La cuisine était immense, avec des armoires qui semblaient toucher le plafond et un îlot central où Madame Maria préparait habituellement les repas. Frank avait déjà mémorisé où le pain et les biscuits étaient gardés grâce à ses observations attentives pendant les repas. Il se faufila vers l'armoire spécifique, étirant son bras maigre pour atteindre la poignée.
C'est à ce moment qu'il entendit des pas approcher, rapides et silencieux comme il l'avait toujours été. Frank se cacha dans l'armoire sous l'évier, fermant la porte sans faire de bruit. C'était un espace étroit, mais son petit corps mince s'y ajustait parfaitement parmi les produits de nettoyage. À travers une petite fissure, il pouvait voir une partie de la cuisine. Victoria entra dans la pièce, ses talons aiguilles résonnant contre le sol en céramique. Elle semblait agitée, différente de sa démarche contrôlée habituelle. Son téléphone était à la main et elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule avant de passer un appel. Frank retint son souffle, sentant qu'il ne devrait pas être là mais aussi incapable de partir sans être remarqué. La voix de Victoria coupa le silence de la cuisine. « Le travail est-il terminé ?» Elle fit une pause, écoutant la réponse au bout du fil. Son visage habituellement impassible commença à montrer des signes d'irritation. « Qu'est-ce que tu veux dire, un enfant t'a vu ?»« Quel enfant ?» Il y eut une autre pause et Frank vit le visage de la femme pâlir légèrement. La conversation continua et chaque mot fit battre le cœur de Frank plus vite dans sa poitrine. « Les freins sont-ils complètement coupés ?» demanda Victoria d'une voix maintenant presque chuchotée. « Il ne peut pas y avoir d'échec, cela doit ressembler à un accident. » Le garçon sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale alors qu'il comprenait le sens de ces mots. Victoria marchait d'avant en arrière dans la cuisine, ses talons marquant un rythme nerveux contre le sol. Cette sale garce ne pouvait être que lui. Ces petites rongeuses des rues sont nées avec la banditisme dans leur sang. Édouard et son habitude ridicule de vouloir jouer les sauveurs des pauvres. D'abord, il apporte cette vermine dans ma maison et maintenant ce petit espion tourne partout. Sa voix dégoulinait de pure haine en parlant du garçon. Il doit être le fils d'une femme perdue, née avec cet instinct de rat. Frank se recroquevilla davantage dans sa cachette, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. Le silence qui suivit était encore plus effrayant que les mots. Victoria écoutait quelque chose de l'autre côté de la ligne, son visage prenant une expression qui fit trembler Frank. « Ne t'inquiète pas pour ce petit fouineur, dit-elle finalement avec un sourire cruel se formant sur ses lèvres. Je m'occuperai personnellement de ce problème. » Victoria termina l'appel mais resta dans la cuisine, ses doigts tambourinant nerveusement sur le comptoir en marbre. Frank osait à peine respirer dans sa cachette improvisée, tout son corps tremblant sous le poids de ce qu'il venait de découvrir. Sa bienfaitrice, sa femme, planifiait de le tuer et maintenant elle savait qu'il avait été témoin d'une partie de son plan diabolique. Le bruit des pas dans le couloir fit redresser Victoria, reprenant sa posture hautaine. Une des femmes de ménage entra dans la cuisine mais s'arrêta brusquement en voyant la maîtresse. « Madame Monroe, pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez là, dit-elle visiblement surprise. Victoria écarta l'employé d'un geste de la main irritée. « Pars, je veux être seule. » La femme de ménage se retira rapidement, ne laissant que l'écho de ses pas précipités. Frank sentit une goutte de sueur couler sur son front, l'espace confiné du placard devenant de plus en plus étouffant et sa jambe droite commençant à picoter de la position inconfortable. Un produit de nettoyage mal fermé exhalait une forte odeur qui lui brûlait les yeux, mais il n'osa pas bouger d'un pouce. Victoria reprit sa marche dans la cuisine, ses talons marquant un rythme irrégulier qui trahissait son agitation. Soudain, elle s'arrêta, ses yeux fixés sur quelque chose au sol. Frank sentit son cœur manquer un battement lorsqu'il réalisa qu'un de ses pieds avait laissé une petite trace de saleté sur le sol propre près du placard où il se cachait. Le silence qui suivit était assourdissant. Victoria s'approcha lentement du placard, ses pas maintenant délibérément silencieux. Frank pouvait voir à travers la fissure que les chaussures élégantes de la femme s'arrêtaient juste devant sa cachette, ses poumons brûlant de l'effort de retenir son souffle. Eh bien, la voix de Victoria semblait dangereusement douce. Il semble que nous ayons un petit rat caché dans ma cuisine. Ses ongles parfaitement manucurés tapotèrent sur la porte du placard, le son faisant rétrécir encore plus Frank. Pourquoi ne sors-tu pas de là, petit Frank? Je sais que tu es là. Le garçon resta immobile, son esprit cherchant désespérément une issue. Dans les rues, il avait appris à faire face à divers types de dangers, mais quelque chose à propos de Victoria le terrifiait plus que toute menace qu'il avait jamais rencontrée. C'était la froideur dans sa voix, la malice calculée dans chaque mot. « Écoute ici, espèce de ver » siffla Victoria, sa voix se transformant en pur venin. « Si tu ne sors pas tout de suite, je te ferai souhaiter de n'être jamais né. Je connais des gens qui font disparaître les enfants des rues sans laisser de traces. Personne ne te remarquera de toute façon, n'est-ce pas? Qui se soucie d'une petite sale bête morte? » Frank serra les yeux,
son corps tout entier tremblant de terreur, l'odeur des produits de nettoyage le rendant étourdi et l'espace semblant de plus en plus l'étouffer alors que les mots mortels de la femme résonnaient dans son esprit. La porte du placard s'ouvrit brusquement et la lumière vive de la cuisine envahit le petit espace. Victoria se tenait là, sa silhouette élégante projetant une ombre menaçante sur le garçon accroupi, ses yeux verts brillants d'une fureur contenue qui fit trembler Frank. « Alors, tu as décidé de jouer les espions ? Pas content de salir ma maison avec ton odeur d'égout, maintenant tu veux faire le malin. » Frank essaya de se débattre, mais Victoria enfonça ses ongles dans son bras avec une force brutale, le faisant étouffer un cri de douleur. « Tu sais ce qui arrive aux petits vers qui mettent leur nez là où ils ne devraient pas être. Ils disparaissent pour toujours et personne ne te remarquera de toute façon, n'est-ce pas ? Qui se soucie d'une petite sale bête morte ? » Frank tenta de se libérer, mais les doigts de Victoria étaient comme des griffes sur son bras fin. La femme le tira hors du placard d'un mouvement brusque, le faisant vaciller. Le sol de la cuisine semblait tourner sous ses pieds nus tandis que la forte odeur de produits de nettoyage lui faisait encore tourner la tête. « Tu sais, Frank, » commença la voix de Victoria, douce comme du poison, « il y a certaines règles de base de coexistence. La première est de ne pas écouter les conversations des adultes. » Elle le traîna jusqu'au centre de la cuisine où la lumière vive des fenêtres illuminait son visage cruel avec un sourire diabolique tordant ses lèvres peintes. La deuxième règle est encore plus importante. Ne te mêle pas des affaires qui ne te concernent pas. Le garçon sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ses années dans les rues lui avaient appris à reconnaître le danger et tous ses instincts criaient qu'il faisait face à quelque chose de bien pire que toute menace qu'il avait jamais rencontrée. Victoria le regardait comme un serpent prêt à frapper, ses yeux verts fixés sur les siens. Par hasard, elle continua de serrer son emprise sur le bras du garçon encore plus fort. « As-tu compris quelque chose de la conversation que tu as entendue » demanda-t-elle. Frank secoua la tête négativement, mais ses yeux le trahirent, révélant la peur et la compréhension qu'il essayait de cacher. Victoria laissa échapper un rire froid qui résonna à travers les murs de la cuisine. « Tu n'as jamais été bon en mensonge, n'est-ce pas, Vert » murmura-t-elle, son visage se tordant à quelques centimètres du sien, ses yeux brillant d'une malice meurtrière. Son parfum coûteux se mêlait à l'odeur des produits de nettoyage, créant un arôme étouffant de mort. « Mais ne t'inquiète pas, dans quelques heures, ta langue sera aussi froide et chaude que le reste de ton petit corps, et tu sais ce qui est mieux. » Ses lèvres effleurèrent l'oreille du garçon. « Je vais apprécier chaque seconde pendant que je te fais arrêter de respirer doucement. » Victoria commença à le traîner vers la porte de la cuisine, ses talons marquant un rythme menaçant contre le sol. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu serais un problème, » continua-t-elle, sa voix maintenant presque un chuchotement. « Depuis le moment où Edward t'a amené dans ma maison, je savais que je devrais m'occuper personnellement de cette situation. » Le garçon essaya de crier, mais Victoria s'empara de sa bouche avec sa main libre. Ses longs ongles enfoncèrent la joue de Frank et le sourire sur son visage devint encore plus cruel. « Aucun bruit, petite sale bête curieuse. Nous ne voudrions pas attirer une attention inutile, n'est-ce pas ?» Les yeux de Frank parcoururent désespérément la cuisine, cherchant une issue, une façon de s'échapper, mais Victoria le maintenait fermement captif, ses doigts laissant des marques rouges sur sa peau. La peur qu'il ressentait maintenant était différente de tout ce qu'il avait jamais éprouvé dans les rues. C'était une terreur glaçante qui paralysait ses muscles et embrouillait sa vision. Victoria le conduisit à la porte arrière de la cuisine, loin des regards du personnel. Maintenant, elle dit d'une voix empreinte de malveillance, « Je vais t'apprendre ce qui arrive aux petits mendiants qui mettent leur nez là où ils ne devraient pas être. » Debout sur le seuil avec Frank fermement dans ses griffes, Victoria sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas, » chuchota-t-elle, son visage se tordant en un masque de cruauté. « Je prendrai très bien soin de toi. » Le garçon sentit un frisson de terreur lui parcourir la colonne vertébrale alors qu'il réalisait qu'il était complètement seul avec cette femme qui planifiait non seulement de tuer son mari, mais avait maintenant aussi des plans sinistres pour lui. Quelques minutes plus tard, le manoir Monroe était silencieux. Cet après-midi-là, lorsque Victoria entra dans le bureau d'Edward, elle avait soigneusement choisi son moment, attendant que son mari soit le plus vulnérable après une longue journée de réunion. Habillée d'un élégant ensemble en soie bleue, elle se déplaça comme une ombre gracieuse vers le fauteuil en face du bureau où Edward examinait des documents. « Chérie » commença-t-elle de sa voix mélodieuse, masquant ses véritables intentions, « nous devons parler de notre situation actuelle. » Edward leva les yeux des papiers, rencontrant le regard calculateur de sa femme. Elle avait passé toute l'après-midi à répéter mentalement cette conversation, planifiant chaque mot, chaque geste, comme une actrice préparant sa performance la plus importante.
L'homme d'affaires retira ses lunettes de lecture, les posant sur le bureau poli. Il connaissait bien le ton de Victoria, c'était le même qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler une situation à son avantage. « De quelle situation parles-tu exactement » demanda-t-il, anticipant déjà le sujet que sa femme voulait aborder. Victoria s'installa dans le fauteuil, ses doigts tapotant légèrement sur l'accoudoir en cuir. « Le garçon, Edward, ça fait quelques jours qu'il est ici et je dois avouer que je suis inquiète. » Ses mots coulaient comme du miel mais cachaient un venin subtil. « Ne penses-tu pas qu'il est temps de définir ce qui va lui arriver » Edward s'appuya dans son fauteuil, étudiant le visage parfaitement maquillé de sa femme. « Frank s'ajuste encore, répondit-il. « Victoria, nous ne pouvons pas simplement le jeter n'importe où. » Ses paroles étaient fermes, mais Victoria remarqua une légère hésitation dans sa voix, exactement la faille qu'elle cherchait. « Bien sûr que non, chérie, répondit-elle en se penchant légèrement en avant, mais nous ne pouvons pas non plus le garder ici indéfiniment. As-tu pensé à ce que les gens vont dire ? Un homme d'affaires de ton calibre gardant un gamin des rues chez lui ? Elle fit une pause délibérée avant de continuer, sans mentionner les problèmes juridiques impliqués. Le silence qui suivit était lourd de tensions non dites. Edward se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre du bureau, regardant les jardins impeccables du manoir en contrebas. Il pouvait voir quelques membres du personnel vaquer à leurs tâches quotidiennes, le monde poursuivant sa routine normale tandis que des décisions importantes étaient prises dans cette pièce, les questions juridiques étant traitées. Finalement, il répondit d'une voix plus basse, « Mes avocats s'occupent de tout. » Victoria réprima un sourire de satisfaction. Elle sentait qu'elle parvenait à semer le doute dans l'esprit de son mari, mais pour combien de temps encore ? Edward, combien de temps faudra-t-il avant que nous trouvions une solution permanente ? Edward se tourna pour faire face à sa femme, son visage marqué par une expression de fatigue. « Je n'ai pas encore décidé, » admit-il en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Je dois être sûr qu'il y aura une issue favorable. Je ne peux pas simplement abandonner un enfant. » Victoria s'inclina avec la grâce d'une danseuse, s'approchant de son mari. Ses mains délicates reposaient sur les épaules tendues d'Edward, un geste apparemment affectueux qui dissimulait ses véritables intentions. Personne ne parle d'abandonner quelqu'un, chérie. Nous devons simplement penser à ce qui est le mieux pour tout le monde, y compris Frank lui-même. Dès qu'Edward partit pour une réunion de dernière minute, Victoria se verrouilla dans sa chambre privée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle composait le numéro du mécanicien fictif. La conversation avec son mari n'avait fait que confirmer ses soupçons. Elle devait agir rapidement avant que la situation ne lui échappe. « Nous avons un problème », dit-elle dès que l'appel fut répondu, sa voix étant un murmure tendu. Le petit versait trop de choses. Il t'a vu bricoler les freins. De l'autre côté de la ligne, le mécanicien jura à voix basse, sa voix trahissant de la nervosité. Victoria continua, ses mots dégoulinant de venin, « Nous devons nous débarrasser de lui avant qu'il n'ouvre cette sale bouche. » La pièce luxueuse, avec ses rideaux en soie et ses meubles importés, semblait étouffante tandis que Victoria attendait la réponse du mécanicien. Ses talons marquaient un rythme nerveux sur le tapis perçant alors qu'elle faisait les 100 pas. « Et que suggères-tu de faire » demanda l'homme, sa voix tremblant légèrement. Victoria s'arrêta devant le miroir vénitien, observant son propre reflet avec des yeux calculateurs. « J'ai besoin que tu le fasses disparaître ce soir. » Ces mots sortirent comme de la glace, sans la moindre trace de remords ou d'hésitation. De l'autre côté de la ligne, il y eut un moment de silence tendu. « Le manoir dispose de sécurité, » répondit le mécanicien. « Enfin, comment t'attends-tu à ce que je m'y infiltre ?» Victoria sourit d'un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Laisse cela à moi. Je peux désactiver les alarmes dans l'aile du personnel. » Vers 2 heures du matin, le salaud dort seul dans la dernière chambre du couloir. Le plan commençait à prendre forme alors qu'ils discutaient des détails. Victoria fournissait des informations précises sur la routine de la maison, les horaires des gardes, les angles morts des caméras. Chacun de ces mots était calculé, chaque détail méticuleusement planifié. « Il ne peut pas y avoir d'erreur, » souligna-t-elle. « L'enfant doit simplement disparaître. » Le mécanicien semblait plus confiant maintenant qu'il avait un plan concret. Puis il demanda, « Comment expliquerons-nous sa disparition ?» Victoria y avait déjà pensé. Ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient sur la surface polie de sa coiffeuse alors qu'elle expliquait, « Nous dirons qu'il s'est enfui, qu'il est retourné dans les rues de lui-même. Personne ne le remettra en question. Après tout, c'est ce que font toujours ces salauds. » Un bruit dans le couloir fit sursauter Victoria. Elle s'approcha de la porte silencieusement, s'assurant que personne n'écoutait leur conversation.
Après avoir confirmé qu'elle était seule, elle retourna au téléphone. Rappelle-toi, tu n'as qu'une seule chance. Si quelque chose tourne mal, si quelqu'un te voit, elle laissa la menace implicite suspendue dans l'air. Et qu'en est-il du paiement? Demanda le mécanicien, sa voix maintenant ferme. Victoria sourit à nouveau, ce même sourire froid et calculateur. Le même accord qu'avant, la moitié maintenant, l'autre moitié lorsque le travail sera fait, à la fois la disparition de l'enfant et le sabotage des freins. Finalisant les détails du plan, Victoria raccrocha le téléphone et retourna au miroir. Son reflet montrait une femme élégante et contrôlée, sans la moindre trace de la cruauté qu'elle venait de planifier. Elle ajusta une mèche de cheveux parfaitement coiffée et se sourit. « Bientôt, tous nos problèmes seront résolus », murmura-t-elle à son reflet. La nuit était particulièrement sombre lorsque le mécanicien fictif se faufila par l'arrière du manoir Monroe. L'horloge sonnait exactement 2 heures du matin, le moment où Victoria avait promis que les systèmes de sécurité seraient désactivés. Ses mains transpirèrent à l'intérieur des gants noirs alors qu'il s'approchait de l'entrée réservée au personnel. La porte arrière s'ouvrit sans bruit, comme Victoria l'avait assuré. L'homme fit une pause, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité du couloir. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit ne réveille quelqu'un. L'odeur de la cire et des produits de nettoyage remplissait l'air, se mêlant au parfum des fleurs flottants du jardin. Suivant les instructions précises de Victoria, il monta les escaliers, évitant soigneusement la 3e marche qui grinçait. Chaque pas était calculé, chaque mouvement répété mentalement des dizaines de fois. Le couloir des quartiers du personnel était silencieux, à l'exception du léger ronflement provenant d'une des chambres et du tic-tac lointain d'une horloge. La chambre de Frank était la dernière du couloir, isolée des autres. Le mécanicien s'approcha comme une ombre, sa respiration contrôlée malgré les nerfs croissants. À travers la porte à moitié ouverte, il pouvait voir la petite silhouette du garçon endormi, complètement inconscient du danger qui approchait. Avec des mouvements précis, l'homme sortit un chiffon imbibé de chloroforme de sa poche. Victoria avait été spécifique, pas de bruit, pas de marque. L'enfant devait simplement disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'approchait du lit. Frank dormait profondément, ses rêves probablement loin de la sombre réalité qui l'attendait. Le mécanicien hésita un bref instant, observant le visage innocent de l'enfant, mais le souvenir de l'argent promis par Victoria repoussa toute hésitation. En un mouvement rapide, il pressa le chiffon contre le visage du garçon. Frank se réveilla en sursaut, ses yeux s'écarquillant de terreur en voyant le visage masqué planant au-dessus de lui. Il essaya de crier, mais le son était étouffé par le chiffon. Ses petits poings se débattaient inutilement contre son agresseur, chaque mouvement devenant plus faible à mesure que la substance faisait effet. En quelques secondes, le corps de Frank devint mou, complètement inconscient. Le mécanicien travailla rapidement, enveloppant le garçon dans une couverture sombre. C'était effrayant de voir combien il pesait peu, combien il était facile à porter, comme s'il n'était qu'un paquet. Le matin suivant se leva avec une atmosphère différente au manoir Monroe. Edward arriva plus tôt que d'habitude, un paquet coloré dans les mains, une bande dessinée qu'il avait achetée spécialement pour Frank depuis l'accident. C'était la première fois qu'il voyait le garçon montrer un véritable intérêt pour quelque chose, et il voulait l'encourager. L'homme d'affaires monta les escaliers menant à la zone du personnel avec des pas légers presque joyeux. C'était étrange de voir cet enfant susciter tant de sentiments en si peu de temps. Peut-être que Victoria avait raison en disant qu'il s'impliquait trop, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il faisait la bonne chose. En arrivant dans la chambre de Frank, Edward frappa doucement à la porte. Silence. Il frappa à nouveau, cette fois un peu plus fort. Sans signe, avec un léger froncement de sourcils, il tourna la poignée et ouvrit la porte. La chambre était vide, le lit bien fait, comme si personne n'y avait dormi toute la nuit. Maria, appela-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. La gouvernante apparut rapidement, son visage trahissant de l'inquiétude face à l'expression de son employeur. « Frank s'est-il réveillé ? Je ne l'ai pas vu au petit déjeuner, répondit-elle en frottant ses mains sur son tablier. Edward sentit une tension dans sa poitrine. Il le cherchait partout. Les minutes suivantes furent une recherche frénétique. Chaque employé du manoir fut mobilisé pour chercher le garçon. Le garage, les jardins, la cuisine, chaque recoin fut fouillé. La petite charrette rouge que Pedro avait donnée à Frank était toujours là, abandonnée sous le lit, mais il n'y avait aucune trace de l'enfant. Victoria apparut au milieu de la confusion, son visage un masque parfait de préoccupation étudiée. « Que se passe-t-il, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix mélodieuse chargée de fausse inquiétude.
Édouard pouvait à peine contenir son anxiété. Frank a disparu, personne ne l'a vu depuis hier soir, soupira-t-il. Victoria posa une main délicate sur sa poitrine. Peut-être qu'il est retourné dans les rues, dit-elle, ses yeux verts étudiant soigneusement la réaction de son mari. Vous savez comment sont ces gens, Édouard. Ils préfèrent la liberté des rues à suivre les règles dans une maison décente. Édouard secoua la tête, refusant d'accepter cette explication. Non, quelque chose ne va pas. Il ne fuirait pas comme ça, de nulle part, répondit-il, sa voix vacillant en voyant la petite charrette rouge abandonnée entre ses mains, comme une promesse brisée. Victoria s'approcha de son mari, sa voix maintenant plus douce. Chérie, sois réaliste. Ces enfants, ils ne savent pas vivre autrement. La rue coule dans leur sang. Il a probablement manqué de mendier, de vivre sans règles. Chacun de ces mots était comme un petit coup soigneusement calculé pour avoir un effet maximal. Les domestiques échangèrent des regards inquiets. Personne ne croyait vraiment que Frank s'était enfui de son plein gré, mais qui oserait contredire la dame de la maison? Édouard resta immobile, fixant la chambre vide, la bande dessinée toujours dans ses mains, un cadeau qui n'avait plus de destinataire. Édouard resta silencieux un long moment, le poids de la bande dessinée dans ses mains semblant augmenter à chaque seconde qui passait. Peut-être que Victoria avait raison, peut-être avait-il été naïf de penser qu'il pouvait changer la nature des choses, qu'il pouvait si facilement arracher quelqu'un des rues. Peut-être que vous avez raison, murmura-t-il enfin, sa voix chargée de déception. Qui sait, peut-être qu'il préférait vraiment retourner dans la liberté des rues. Victoria s'approcha, posant une main délicate sur son épaule, son sourire un mélange étudié de compréhension et de victoire. C'est mieux ainsi, chérie. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour vivre dans une maison décente. Édouard jeta un dernier coup d'œil à la chambre vide, la petite charrette rouge abandonnée semblant se moquer de ses bonnes intentions. Avec un profond soupir, il ferma la porte, laissant derrière lui non seulement la chambre mais aussi l'espoir d'avoir fait une différence dans la vie de ce garçon. À quelques pâtés de maison du manoir, la petite salle arrière de l'atelier automobile était sombre et étouffante, sentant l'huile moteur et la rouille. Frank était recroquevillé dans un coin, le dos appuyé contre le mur de béton froid. Ses yeux, déjà habitués à l'obscurité, ne cessaient de scruter les environs, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Quelques heures s'étaient écoulées depuis qu'il s'était réveillé dans cet endroit étrange, sa tête lui faisait encore mal à cause du chiffon fort parfumé que le mécanicien avait utilisé, le goût amer dans sa bouche et les vertiges persistants lui rappelaient constamment le moment où il avait été arraché de son lit au manoir. Ses petites mains tremblaient alors qu'il essayait de contrôler la peur qui menaçait de le consumer. La pièce était petite mais encombrée d'objets anciens empilés contre les murs, des boîtes à outils rouillées, des pneus usés, des morceaux de métal jetés, une seule fenêtre près du plafond laissait entrer un faible rayon de lumière, ses barreaux de fer projetant des ombres sur le sol sale. Frank regardait cette fenêtre avec un intérêt croissant, ses années dans les rues lui ayant appris à ne jamais abandonner une possible voie d'évasion. Le bruit d'une voiture approchant fit retenir son souffle. Ses oreilles aiguisées par des années de détection de danger dans les rues reconnaissaient le bruit caractéristique des talons hauts de Victoria, résonnant contre le sol en béton de l'atelier. Le garçon se traîna silencieusement vers la porte, pressant son oreille contre le bois fissuré pour mieux écouter. « Où est le salaud ?» La voix de Victoria provenait de l'autre côté, son ton révélant un mélange de mépris et de satisfaction. « Bien sécurisé, » répondit le mécanicien. Je l'ai enfermé dans la salle arrière avec le sédatif que j'ai utilisé. Il devrait dormir encore quelques heures. Frank sentit un frisson parcourir son échine en se souvenant de l'odeur forte du chiffon qui avait été pressé contre son visage. Le bruit de papier manipulé parvint aux oreilles attentives du garçon. « Voici la première partie du paiement, » dit Victoria, sa voix prenant un ton professionnel. Comme convenu, la moitié maintenant pour avoir bricolé les freins et l'autre moitié quand Édouard aura son accident fatal. Frank dut couvrir sa bouche de ses mains pour éviter de laisser échapper un cri d'horreur. La conversation continua de l'autre côté de la porte, chaque mot révélant plus de détails du plan macabre. Les freins vont complètement lâcher lors de la descente de la montagne, expliqua le mécanicien avec une fierté morbide dans la voix. Il n'y a aucun moyen qu'il survive à la chute, ce sera un accident tragique. Victoria laissa échapper un rire doux, le son faisant couler le sang de Frank froid. Le garçon s'éloigna de la porte, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser de sa poitrine. Ses yeux se tournèrent une fois de plus vers la fenêtre barbelée. C'était sa seule chance. Avec l'agilité qu'une vie dans les rues peut enseigner,
il commença silencieusement à empiler les objets éparpillés dans la pièce, créant une échelle improvisée vers la fenêtre. À chaque objet déplacé, Frank mesurait soigneusement le bruit qu'il faisait. Un vieux pneu servit de base, suivi d'une boîte à outils solide. Les voix de l'autre côté de la porte continuaient de discuter des chiffres et des dates, complètement inconscientes de la tentative d'évasion en cours, à quelques mètres de là. « Dès que je recevrai l'héritage, dit Victoria, vous aurez le reste de votre paiement. » Le temps semblait s'étirer alors que Frank poursuivait sa construction silencieuse. Ses mains tremblaient sous l'effort de déplacer les objets sans faire de bruit, et des gouttes de sueur coulaient sur son visage. « Malgré le froid du matin, je dois sortir d'ici, pensa-t-il désespérément. Je dois avertir Monsieur Edward avant qu'il ne soit trop tard. La pile d'objets atteignait maintenant la hauteur de la fenêtre, mais Frank savait qu'il devait être extrêmement prudent. Une simple glissade, un objet tombant, et tout serait perdu. De l'autre côté de la porte, la conversation entre Victoria et le mécanicien continuait de discuter des détails sombres de leur plan criminel. Avec le soin d'un marcheur RPP serré, Frank commença à gravir son échelle improvisée. Ses pieds n'eût trouvé un soutien précaire sur les surfaces irrégulières tandis que ses mains fines s'accrochaient à toute protrusion qu'il pouvait trouver. Des années de vie dans les rues avaient rendu son petit corps incroyablement agile, mais chaque mouvement restait un risque calculé. La voix de Victoria se rapprocha de la porte, faisant geler Frank momentanément dans son ascension. « Après tout ce qui s'est passé, tu disparais de la ville, dit-elle. » Le garçon prit une profonde inspiration et continua à grimper, encore plus silencieusement. La sueur sur ses mains rendait chaque mouvement plus dangereux, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Finalement, il atteignit la fenêtre. Les barreaux étaient vieux et rouillés, laissant un espace irrégulier entre eux. Frank étudia l'ouverture avec des yeux expérimentés. Ce serait serré, très serré, mais peut-être réussirait-il. Il commença à se contorsionner, essayant de faire passer son corps mince à travers l'espace entre les barreaux. Un morceau de sa chemise se déchira sur une pointe rouillée de la grille, et Frank dut étouffer un cri de douleur lorsque le métal lui gratta la peau. Le son de la conversation de l'autre côté de la porte semblait se rapprocher. « Je veux voir le salaud avant de partir, » dit Victoria, sa voix chargée de cruauté, ce qui fit redoubler les efforts de Frank pour s'échapper. Son petit corps mal nourri commença enfin à passer à travers l'ouverture. D'abord la tête, puis les épaules, le moment le plus difficile. Ses os proéminents se frottèrent contre le métal, laissant des éraflures douloureuses, mais il ne put émettre aucun son. Il ne pouvait pas dévoiler son évasion. « Comment ça va ?» demanda Victoria, et le son des pas approchants fit battre le cœur de Frank encore plus vite. Avec un dernier effort désespéré, Frank parvint à faire passer le reste de son corps à travers l'ouverture. Ses pieds cherchèrent un support à l'extérieur, trouvant un vieux tuyau courant le long du mur. Le son de la clé tournant dans la serrure parvint à ses oreilles au moment précis où il commençait sa descente précaire. Le tuyau était glissant avec la rosée du matin, rendant chaque mouvement une bataille contre la gravité. Frank pouvait entendre le grincement de la porte s'ouvrir au-dessus de lui et savait qu'il n'avait que quelques secondes avant que son évasion ne soit découverte. Ses doigts étaient endoloris par l'effort de tenir, mais la peur l'empêcha de s'arrêter. Lorsque ses pieds touchèrent enfin le sol, Frank ne perdit pas de temps. Ignorant la douleur des éraflures et des coupures, il commença à courir. Il devait atteindre le manoir, il devait avertir Edward. Derrière lui, un cri furieux traversa l'air. Son évasion avait été découverte. « Où est le salaud ?» La voix de Victoria résonna dans l'atelier, chargée de fureur meurtrière. Frank courut comme il ne l'avait jamais fait auparavant, ses pieds nus effleurant à peine le sol. Il connaissait bien les rues de la ville, les ruelles et les raccourcis à prendre. Le bruit lointain des portes claquant et des cris furieux ne faisait que le pousser à courir plus vite. Sa vie et celle d'Edward dépendaient maintenant de sa capacité à atteindre le manoir avant qu'il ne soit trop tard. Le mécanicien et Victoria restèrent paralysés dans la chambre vide, la pile d'objets pointant toujours vers la fenêtre barbelée, témoin silencieux de l'évasion ingénieuse de Frank. Le visage de la femme, normalement si contrôlé, était contordu en un masque de pure fureur. Incompétent, rugit-elle, avançant de manière menaçante vers le mécanicien. « Comment as-tu pu laisser ce gamin des rues s'échapper ?» Ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent dans ses paumes alors qu'elle tentait de contrôler sa colère. Le mécanicien, pâle et en sueur, balbutia en essayant de s'expliquer. « Mais c'est impossible, les barreaux, personne ne pourrait passer à travers ces barreaux, » balbutia-t-il, ses yeux fixés sur la petite ouverture par laquelle Frank s'était échappé.
Victoria s'approcha de la fenêtre, examinant l'espace entre les barreaux. Un morceau de chiffon déchiré pendait encore d'une des pointes rouillées, taché de petites gouttes de sang. Le mécanicien et Victoria restèrent immobiles devant la chambre vide, la pile d'objets pointant toujours vers la fenêtre barbelée comme une accusation silencieuse de leur incompétence. La faible lumière du matin commença à entrer par l'ouverture, illuminant le morceau de chiffon taché de sang accroché à la grille rouillée. « Mademoiselle Victoria », balbutia le mécanicien, son visage pâle de souci. « C'est très sérieux, dit-il. » Le garçon avait tout entendu, tout son plan. Victoria l'interrompit d'un geste irrité, ses lèvres se courbant en un sourire méprisant. Pour elle, ce petit accroc n'était qu'un inconvénient dans ses plans grandioses. « Penses-tu vraiment que quelqu'un va croire un gamin des rues ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Édouard est complètement convaincu qu'il est déjà retourné dans les rues, et même s'il essaie de dire quelque chose, qui va écouter un sale salaud contre la respectable Madame Monroe? Ses yeux verts brillaient d'une confiance inébranlable tandis qu'elle arpentait la pièce, ses talons marquant un rythme déterminé sur le sol en béton. Le mécanicien resta nerveux, rassemblant frénétiquement ses outils, mais il allait l'appeler à la police, il allait. Il fut interrompu à nouveau cette fois par un rire froid qui résonna contre les murs de l'atelier. Victoria s'approcha de lui, son parfum coûteux se mêlant à l'odeur d'huile et de graisse dans l'environnement. « Ne comprends-tu pas ?» dit-elle, sa voix maintenant presque maternelle dans sa cruauté. « Le plan est parfait. Les freins vont lâcher lors de la descente de la montagne, Édouard aura son accident tragique et je serai la veuve inconsolable qui hérite de tout. Aucun petit mendiant ne va gâcher cela. » Ses doigts élégants caressèrent l'enveloppe bourrée d'argent avant de la remettre au mécanicien. Mais qu'en est-il s'il refuse? Elle ne commença qu'à être réduite au silence par un regard coupant de Victoria. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le soleil levant avec une expression de triomphe dans son esprit. Elle se voyait déjà comme l'unique héritière de la fortune Monroe. Le petit accroc de l'évasion de Frank n'était que cela, un petit détail insignifiant. Victoria prit son sac à main de designer, redressa ses cheveux parfaitement coiffés et se dirigea vers la porte de l'atelier. Avant de partir, elle jeta un dernier regard autour de la pièce vide, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir et quant à notre petit fugueur. Elle laissa la phrase suspendue, sa voix empreinte d'une certitude mortelle. La porte claqua doucement derrière elle, laissant le mécanicien seul avec sa peur et ses doutes. Le son des talons de Victoria s'estompa alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture importée, son esprit déjà occupé par les préparatifs finaux de son plan macabre. Pour elle, le jeu était déjà gagné, ce n'était qu'une question de temps. Frank courait dans les rues d'Arizona comme si sa vie en dépendait, et en effet, c'était le cas. Ses pieds nus, déjà meurtris par son évasion à travers la fenêtre barbelée, saignaient des impacts contre l'asphalte rugueux, mais il ne pouvait pas s'arrêter. La vie d'Édouard était en danger. Le soleil commençait à se lever, teintant le ciel de nuances d'orange, tandis que le garçon zigzaguait entre les ruelles et les rues secondaires. Ses années dans les rues lui avaient appris chaque raccourci de la ville, chaque passage caché entre les bâtiments, chaque trou dans les murs qu'il pouvait utiliser comme chemin. Sa respiration était haletante, ses poumons brûlaient d'effort. Un chien errant territorial et agressif apparut sur son chemin, grognant de manière menaçante. Frank connaissait bien cet animal, il était notoire pour attaquer les sans-abri qui envahissaient son territoire. Le garçon hésita un instant, son cœur battant encore plus fort. Il ne pouvait pas contourner le chien, cela lui ferait perdre un temps précieux. Le chien se jeta, montrant ses dents avec l'agilité née du désespoir. Frank saisit un bâton tombé au sol et le lança dans la direction opposée. La ruse fonctionna, le chien fut distrait par le mouvement soudain, donnant au garçon les précieuses secondes dont il avait besoin pour courir. Les aboiements furieux le suivirent sur plusieurs mètres, ses jambes tremblaient d'épuisement lorsqu'il atteignit l'avenue principale. La circulation matinale commençait à s'intensifier et Frank dut se faufiler entre les voitures arrêtées au feu rouge. Un conducteur klaxonna furieusement en voyant le garçon foncer devant lui. « Sors de mon chemin, salaud !» cria l'homme, mais Frank avait déjà disparu. L'ascension vers le quartier huppé où se trouvait le manoir Monroe était raide et longue. Frank sentait sa force faiblir, mais l'image du sourire cruel de Victoria et le souvenir de la conversation sur le sabotage des freins le poussèrent à continuer. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration et la sueur se mêlait aux larmes d'épuisement sur son visage. Un groupe de gardes de sécurité privés du quartier riche le repéra. Un gamin des rues sales et écorché courant comme s'il fuyait quelque chose. « Hé, arrête-toi là !» cria l'un d'eux en donnant la chasse.
Frank sentit la panique monter dans sa poitrine. S'il l'attrapait maintenant, il n'y arriverait jamais à temps pour avertir M. Edward. Avec une dernière poussée d'énergie, Frank se lança à travers une haie. Il connaissait bien ce passage, un passage qu'il utilisait à l'époque de sa mendicité. Les gardes étaient trop gros pour suivre à travers. Là, il entendit des jurons et des menaces alors qu'il se traînait à travers le tunnel vert, les branches éraflant ses bras déjà meurtris. De l'autre côté, ses jambes faillirent de le porter, il était maintenant dans la rue parallèle à la propriété Monroe. Il pouvait voir les hauts murs de la propriété à quelques centaines de mètres, si proches, mais ses muscles criaient de protester, le suppliaient d'arrêter. « Je ne peux pas m'arrêter », murmura-t-il à lui-même, forçant ses jambes à continuer de bouger. Les portails du manoir étaient maintenant visibles, leurs formes imposantes s'élevant comme un phare d'espoir. Frank trébucha plus qu'il ne courut, chaque pas une bataille contre l'épuisement, ses poumons brûlaient comme s'ils étaient en feu et des taches sombres dansaient dans sa vision, mais il était presque arrivé. Presque là. Le matin était exceptionnellement clair lorsque Edward Monroe descendit les escaliers du manoir, sa mallette de voyage dans une main et ses clés de voiture dans l'autre. Victoria l'attendait dans le hall, vêtue d'un élégant ensemble en soie bleue, son visage un parfait masque de fausses préoccupations. Le chauffeur avait déjà chargé les plus grandes valises dans le coffre de la voiture qui devait le conduire sur la route montagneuse traîtresse. « Es-tu sûr de devoir partir aujourd'hui, chérie ?» demanda Victoria, sa voix mélodieuse portant une note presque imperceptible d'anxiété. « Les prévisions météorologiques ne sont pas très favorables. » Ses doigts délicats ajustèrent la cravate de son mari avec un soin étudié tandis que ses yeux verts l'examinaient avec une intensité troublante. Edward sourit, complètement ignorant du venin caché derrière cette préoccupation feinte. « Ce n'est que dans 3 jours, Victoria. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, » dit-il en se penchant pour l'embrasser. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un dernier baiser qui, pour Victoria, avait le goût de la victoire imminente. Dans son esprit, ce serait le dernier baiser qu'il partagerait. L'homme d'affaires se dirigea vers le garage où la voiture l'attendait, sa peinture noire brillant à la lumière du matin. Victoria le suivit jusqu'à la porte, ses ongles parfaitement manucurés tapotant légèrement contre le cadre de la porte alors qu'elle observait les préparatifs finaux du départ. Chaque seconde semblait s'étirer alors qu'elle attendait le moment qu'elle avait planifié depuis si longtemps. C'est alors que le silence du matin fut brutalement brisé. Frank arriva en courant par l'entrée du garage, ses pieds nus laissant des marques ensanglantées sur le sol immaculé. « Ne monte pas dans la voiture !» cria-t-il, sa voix perçante remplie de désespoir. Elle coupa les freins. Madame Victoria ordonna de couper les freins. Le monde sembla s'arrêter un instant. Edward resta figé, la main sur la poignée de la portière de la voiture, son visage exprimant d'abord la surprise, puis l'incrédulité. Victoria, à son tour, garda son calme pendant seulement une seconde avant que ses yeux ne s'écarquillent dans un mélange de choc et de fureur meurtrière. Frank courut directement vers Edward, s'accrochant à ses jambes avec la force du désespoir. Son petit corps tremblait violemment et ses vêtements étaient déchirés et sales. « S'il te plaît, ne monte pas dans la voiture », sanglota-t-il, ses mots brisés par un souffle court. « Elle veut te tuer. J'ai tout entendu. Elle a payé le mécanicien pour couper les freins. » Ed regarda le garçon s'accrocher à ses jambes, puis sa femme qui avançait maintenant vers eux avec des pas mesurés et calculés. « Quelles absurdités est-ce que c'est ?» Sa voix semblait plus forte que d'habitude. « Victoria, que se passe-t-il ici ? Frank, n'es-tu pas retourné dans les rues ?» Edward, chère Victoria, intervint rapidement, sa voix prenant un ton condescendant. « Tu ne peux pas prendre au sérieux les paroles d'un gamin des rues. Regarde-le, il est clairement sous l'influence d'une drogue. Il a probablement inventé cette histoire absurde pour obtenir plus d'argent. » Mais quelque chose avait changé dans le regard d'Edward. Des années d'expérience en affaires lui avaient appris à reconnaître quand quelqu'un mentait, et il y avait quelque chose dans la réaction de Victoria qui ne correspondait pas. Ses yeux se plissèrent alors qu'il observait sa femme de plus près. « Pedro » appela Edward d'une voix autoritaire qui n'admettait aucune contestation, le chauffeur de confiance qui avait observé la scène avec une inquiétude croissante s'approcha immédiatement. « Vérifiez les freins de la voiture », ordonna Victoria en faisant un pas en avant, ses ongles maintenant enfoncés dans ses paumes. « Edward, c'est ridicule. Vraiment ? Tu vas douter de ta femme à cause des paroles d'un petit délinquant, un garçon probablement drogué et réduit au silence. » La voix d'Edward tonna à travers le garage, faisant reculer Victoria. Pedro était déjà sous la voiture et le son métallique de ses outils résonnait dans le silence tendu qui suivait. Frank continua de s'accrocher aux jambes d'Edward,
ses grands yeux fixés sur Victoria avec un mélange de peur et de détermination. Ils étaient les plus longs instants de la vie de tous. Le bruit des outils de Pedro semblait amplifié dans le silence sépulcral du garage. À mesure que la tension grandissait, chaque seconde semblait s'étirer. Finalement, le mécanicien émergea de sous le véhicule, le visage pâle et les mains légèrement tremblantes. « Monsieur Edward », dit-il d'une voix grave chargée d'inquiétude, les freins ont été complètement sabotés. Quelqu'un a coupé les câbles pour que cela ressemble à une usure naturelle. Si vous étiez descendu la montagne ? Le reste de la phrase resta en suspens, mais tout le monde comprit l'implication. Edward sentit son sang se glacer dans ses veines alors qu'il se tournait lentement pour faire face à sa femme. Victoria resta immobile, son visage une masque d'innocence qui semblait désormais grotesquement fausse. Le silence qui suivit était assourdissant. Edward se libéra doucement des mains de Frank et s'avança vers sa femme, ses pas lents et délibérés résonnant dans le garage comme un présage de tempête. Victoria garda son sourire figé, mais ses yeux trahissaient une lueur de peur qu'Edward n'avait jamais vue auparavant. « Combien ?» demanda-t-il d'une voix basse et contrôlée, chargée d'une fureur glaciale. « Combien as-tu payé pour essayer de me tuer ?» Victoria fit un pas en arrière, son dos rencontrant le mur froid du garage. « Edward, tu ne peux pas être sérieux. Vraiment, tu vas croire les paroles d'un ?» Le cri d'Edward fendit l'air comme un rasoir, faisant sursauter tout le monde dans le garage. Victoria tressaillit mais garda sa posture droite. Frank, encore tremblant, commença à parler. « C'était 200 000, monsieur Edward », sa voix échoua, incapable de terminer la terrible phrase. Victoria poussa un rire hystérique, ses yeux maintenant brillants d'une fureur à peine contenue. « Alors c'est ça, tu vas croire ce petit truand, ce petit ver qui s'est infiltré dans notre maison. » Ces mots dégoulinèrent du venin pur. « Regarde-le, Edward, un mendiant sale, un petit voleur qui… » « Il m'a kidnappé », interrompit Frank d'une voix petite mais ferme. « Madame Victoria a fait kidnapper le mécanicien la nuit dernière parce que je l'ai vu couper les freins. Elle m'a enfermé dans un atelier, mais j'ai réussi à m'échapper. » Ses yeux croisèrent ceux de Victoria. « J'ai tout entendu, tout le plan, comment ça allait ressembler à un accident dans les montagnes, comment tu allais tout hériter. » Edward tituba comme s'il avait été frappé, des années de mariage, de confiance, s'effondrant devant ses yeux. Notre mariage tout entier, c'était un mensonge. Sa voix semblait vide, brisée. Victoria redressa ses épaules, son visage prenant une expression de mépris total. Un mensonge ? Non, Edward, c'était un investissement. Son sourire était cruel, maintenant tous les masques tombant enfin. Après des années à supporter tes caprices philanthropiques ridicules, tes tentatives pathétiques pour aider les ordures de la société comme ce petit rat que tu as introduit dans ma maison. Elle pointa Frank avec dégoût. Tout a un prix, chérie, et aujourd'hui serait le jour de mon retour sur investissement. Pedro, le chauffeur, s'était approché silencieusement de Frank, se plaçant entre le garçon et Victoria comme un bouclier protecteur. Edward semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes, mais sa voix ne trembla pas lorsqu'il parla de nouveau. Vous avez exactement 2 options, Victoria. La première est de signer les papiers de divorce immédiatement, de faire vos valises et de disparaître de ma vie pour toujours. Victoria leva un sourcil parfaitement arqué. Et la seconde option ? Edward fit un autre pas vers elle, ses yeux durs comme de l'acier. La seconde option est de pourrir derrière les barreaux pour tentative de meurtre, enlèvement d'un mineur et tous les autres crimes que nous pouvons prouver. Et croyez-moi, avec le témoignage de Frank et du mécanicien, ce ne sera pas difficile. Un silence lourd tomba sur le garage tandis que Victoria réfléchissait à ses options, son visage une masque de fureur contenue alors qu'elle évaluait Edward, comme si elle essayait de déterminer s'il serait vraiment capable de l'envoyer en prison. « Tu n'oserais pas », murmura-t-elle, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. « Et c'est moi », répondit simplement Edward en prenant son téléphone. « J'ai un procureur et 3 détectives en ligne directe. Un appel, et Victoria, ta vie de luxe se termine dans une cellule 2x3. » Ses doigts survolaient le téléphone, attendant sa décision. Victoria contempla le téléphone dans la main d'Edward, ses yeux verts calculant rapidement ses options. Tous ses airs de supériorité avaient disparu, remplacés par une froideur calculatrice qui révélait sa vraie nature. Le silence dans le garage était si dense que l'on pouvait entendre chaque respiration des présents. « Les papiers de divorce, » dit-elle enfin, sa voix coupant comme de la glace, « apporte-les, mais ne pense pas que cela s'arrête ici. » Le regard d'Edward se tourna vers Frank, qui se rétractait instinctivement derrière Pedro. «
Tu as détruit des années de planification, espèce de petit ver. Ça ne s'arrêtera pas ainsi. Édouard claqua des doigts et Pedro sortit immédiatement son téléphone pour enregistrer cela. Chaque menace qu'elle fait maintenant est une preuve de plus contre elle. Victoria ferma brusquement la bouche, ses ongles parfaits enfoncés dans ses paumes. Édouard continua, une seule tentative de représailles, Victoria. Une seule menace envers Frank, et les papiers de divorce se transformeront en plainte criminelle complète en quelques minutes. Le bureau du manoir s'était transformé en salle de guerre. L'avocat d'Édouard arriva avec un dossier plein de documents, ses yeux révélant que ce n'était pas la première fois qu'il préparait à la hâte des papiers de divorce. Victoria s'assit rigidement dans l'un des fauteuils en cuir, son visage une masque de fureur contrôlée alors qu'elle lisait les termes. « C'est ridicule », siffla-t-elle en jetant les papiers sur la table. « Tu t'attends à ce que je parte avec seulement mes vêtements et mes bijoux après toutes ces années ?» Édouard resta impassible, son doigt toujours au-dessus du téléphone. « C'est plus que ce que tu mérites, considéra-t-il. L'alternative, c'est une combinaison orange et une cellule en Arizona. » Frank observa tout depuis la porte du bureau, ses grands yeux passant d'Édouard à Victoria. L'homme d'affaires avait insisté pour qu'il reste à proximité, craignant que Victoria ne tente un dernier acte de vengeance. Pedro gardait une main protectrice sur l'épaule du garçon, l'autre main toujours sur le téléphone, enregistrant chaque mot avec des mouvements brusques et furieux. Victoria renonça à toute revendication sur la fortune Monroe. Chaque signature était accompagnée d'un regard de pure haine envers Frank, qui représentait désormais la ruine de tous ses plans soigneusement architecturés. « C'est fait », déclara l'avocat en rassemblant les documents. « Vous avez 1 heure pour récupérer vos effets personnels et quitter la propriété. » Victoria releva son élégance habituelle transformée en une rage à peine contenue. « Je n'aurai pas besoin d'1 heure. Je ne passerai pas 1 minute de plus dans cette maison. » En montant les escaliers pour récupérer ses affaires, Édouard s'approcha de Frank, s'agenouissant pour être au niveau des yeux du garçon. « Tu as sauvé ma vie aujourd'hui, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Et je promets qu'à partir de maintenant, personne ne te fera plus jamais de mal. » Victoria descendit 15 minutes plus tard, portant 2 valises de créateurs remplies de bijoux et de vêtements de marque. Ses talons aiguilles marquaient un rythme furieux contre le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle s'arrêta un instant, se retournant une dernière fois pour faire face à Édouard et Frank. « Profitez de votre nouvelle vie avec votre petit héros des rues, Édouard, » dit-elle, son sourire aussi froid qu'une lame. « J'espère que vous serez heureux avec les restes de la société que vous aimez tant aider. » Sans attendre de réponse, elle se mit en marche sur ses talons et partit, la porte claquant derrière elle. Le soleil du matin brillait encore à travers les fenêtres du manoir, mais maintenant sa lumière semblait différente, plus propre, comme si une ombre avait enfin été enlevée de cet endroit. Édouard regarda Frank, qui tremblait encore légèrement, puis Pedro, qui gardait le téléphone avec les enregistrements qui serviraient de garantie contre toute future tentative de vengeance de la part de Victoria. « Prenons soin de ses blessures, » dit doucement Édouard en remarquant les coupures et éraflures recouvrant le corps du garçon, « et ensuite, je pense que nous devons parler de ton avenir, si tu veux rester, bien sûr. » Frank le regarda avec des yeux larmoyants, un petit sourire commençant à se former sur ses lèvres. « Tu veux que je reste ?» La question sortit presque comme un chuchotement, chargé d'espoir et de peur à la fois. Édouard sourit en posant une main douce sur l'épaule du garçon. « Oui, Frank. Tu n'es plus un gamin des rues, tu es mon héros, et les héros méritent un foyer. » 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin fatidique dans le garage du manoir Monroe. Le bureau du juge du tribunal pour mineurs était illuminé par la douce lumière de l'après-midi lorsque Édouard et Frank y entrèrent, tous deux portant des costumes sur mesure. Les vêtements de Frank étaient soigneusement ajustés à son corps toujours petit, mais maintenant plus sain. Le garçon tenait fermement la main d'Édouard, ses grands yeux révélant un mélange d'anxiété et d'espoir. « Monsieur Monroe », sourit le juge Martinez en ajustant ses lunettes alors qu'il examinait les documents sur son bureau. « Tous les rapports des travailleurs sociaux sont extrêmement positifs. Frank a montré des progrès remarquables au cours des derniers mois. » Le garçon gigotait dans sa chaise, un petit sourire fier jouant sur ses lèvres alors qu'Édouard lui serrait doucement l'épaule. Les mois de transition avaient été intenses. Frank était passé d'un gamin des rues à un élève dévoué fréquentant la meilleure école de l'Arizona. Ses nuits de faim avaient été remplacées par des dîners copieux, ses vêtements en haillons par une garde-robe complète, et sa peur constante par un sentiment croissant de sécurité. Édouard s'était pleinement engagé à s'assurer que le garçon recevait tout le soutien nécessaire, médecin,
psychologue, tuteur privé, chaque professionnel soigneusement choisi pour aider à son adaptation. Les progrès académiques sont particulièrement impressionnants, poursuivit le juge en feuilletant un rapport. Passant d'un élève en difficulté à le meilleur de la classe de mathématiques en seulement 6 mois, vos enseignants ne tarissent pas d'éloges. Franck rougit légèrement en se souvenant des nuits passées à étudier avec Édouard, qui avait découvert chez le garçon un esprit vif et avide de connaissances. Les chiffres ont toujours été faciles pour moi, marmonna-t-il, il fallait être bon en comptage d'argent dans la rue. Le bureau du psychologue était également devenu un lieu familier. Dr Carman aidait Franck à traiter non seulement les traumatismes de sa vie dans les rues, mais aussi les événements effrayants impliquant Victoria. Les séances hebdomadaires, initialement tendues et silencieuses, étaient devenues un espace sûr où le garçon pouvait exprimer ses peurs et ses espoirs. Le rapport psychologique indiquait une récupération extraordinaire après un traumatisme, ajouta le juge, ainsi qu'un lien exceptionnellement fort avec M. Monroe. Édouard écoutait attentivement, sa main ne quittant jamais l'épaule de Franck. Les derniers mois avaient changé sa vie autant que celle du garçon. Le manoir autrefois froid et impersonnel résonnait maintenant de rires d'enfants, ces journées auparavant dédiées uniquement aux affaires trouvaient un nouveau but dans les soins et l'éducation de Franck. « Il a changé ma vie », dit simplement Édouard, sa voix chargée d'émotion. « Il l'a sauvé au sens littéral et figuré. » Le processus d'adoption avait été initié presque immédiatement après le départ de Victoria. Édouard mobilisa ses meilleurs avocats pour accélérer les procédures mais s'assura de suivre chaque étape correctement. Franck devait se sentir complètement en sécurité, que son nouveau foyer soit permanent et légal. Toutes les évaluations, les visites à domicile et les exigences légales ont été exemplairement remplies, confirma le juge en organisant une pile finale de documents. Les transformations au manoir Monroe allaient au-delà de l'émotionnel. La chambre des invités pour le personnel avait été remplacée par un espace spécialement conçu pour Franck, au rez-de-chaussée près de la chambre d'Édouard. Les murs, autrefois blancs et austères, étaient peints dans des tons joyeux choisis par le garçon lui-même. Une bibliothèque remplie de livres et de jeux éducatifs occupait tout un mur, tandis qu'un télescope près de la fenêtre reflétait son intérêt croissant pour l'astronomie. « Franck, » appela doucement le juge, « comprends-tu ce qui va se passer aujourd'hui? Veux-tu poser des questions ?» Le garçon redressa sa chaise, son visage prenant une gravité au-delà de ses années. « Oui, monsieur. Aujourd'hui, monsieur Édouard va officiellement devenir mon père légalement, je veux dire parce que dans mon cœur... » Sa voix faiblit un peu et Édouard sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Le juge sourit en prenant son stylo doré. « Eh bien, je pense qu'il est temps de rendre officiel ce que le cœur sait déjà. » Il sortit le document final, son sceau doré brillant sous la lumière de l'après-midi. « Monsieur Édouard Monroe, êtes-vous prêt à assumer toutes les responsabilités légales et émotionnelles en tant que père de Franck? » « Oui, » répondit Édouard sans hésitation, sa voix ferme malgré l'émotion qui faisait battre son cœur à toute allure. Le juge Martinez sourit en poussant le document final vers lui avec des mains légèrement tremblantes. Édouard prit le stylo doré et signa son nom aux endroits indiqués, chaque signature scellant non seulement un engagement légal mais aussi une promesse d'amour inconditionnel. Le moment de la dernière signature fut marqué par un silence révérencieux dans le bureau. Franck observa chaque mouvement avec de grands yeux, son souffle suspendu dans sa gorge. Lorsque le juge tamponna enfin le document et déclara officiellement l'adoption complète, le garçon ne put retenir ses larmes qu'il avait tenté de contenir tout au long de la cérémonie. « Papa » murmura Franck pour la première fois, testant le mot qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Édouard l'enveloppa dans une étreinte serrée, ses propres larmes coulant librement. « Mon fils » répondit-il, sa voix étranglée d'émotion. « Mon fils pour toujours. » Le juge Martinez essuya discrètement ses propres yeux, touché par la scène qui se déroulait dans son bureau. À l'extérieur du manoir, une petite foule attendait près du forum. Pedro, le chauffeur devenu une partie essentielle de la famille, était là avec sa femme Maria, la gouvernante qui avait aidé Franck dans ses premiers jours au manoir, tenant un énorme gâteau au chocolat, le préféré du garçon. Tous les employés du manoir s'étaient assurés d'être présents pour ce moment historique. La nouvelle de l'adoption se répandit rapidement dans la haute société de l'Arizona. Beaucoup des anciens amis de Victoria, qui s'étaient initialement éloignés, furent choqués par l'idée qu'Édouard adopte un gamin des rues, maintenant appelé héros quotidien, offrant des invitations à des fêtes et des événements caritatifs. Édouard refusa la plupart d'entre elles, préférant consacrer son temps libre exclusivement à Franck. La fête de célébration eut lieu dans les jardins du manoir,
un événement intime avec seulement les personnes qui avaient véritablement soutenu la nouvelle famille depuis le début. Frank, toujours en costume sur mesure, courait parmi les invités avec une joie contagieuse, s'arrêtant parfois pour embrasser Edward, son père, comme s'il avait besoin de s'assurer que tout cela était réel. Pedro s'approcha d'Edward, qui regardait son fils avec un sourire aux lèvres. « Vous savez, monsieur, » commença le chauffeur, « toutes ces années à travailler pour vous, je ne vous ai jamais vu aussi heureux. » Edward acquiesça, ses yeux ne quittant jamais Frank. « Parce que je n'ai jamais été Pedro, » répondit-il. « Ce garçon non seulement a sauvé ma vie, mais lui a donné un sens. » Les enseignants de Frank étaient également présents à la célébration, chacun apportant un cadeau spécial pour leur élève le plus dévoué. Le professeur de mathématiques apporta un jouet de géométrie avancée, tandis que le professeur de sciences lui offrit un microscope professionnel. Chaque cadeau fut reçu avec le même enthousiasme sincère qui caractérisait toutes les actions du garçon. Dr Carman, le psychologue qui avait accompagné tout le processus, observa la scène avec une satisfaction professionnelle et personnelle. Le contraste entre le garçon effrayé qu'elle avait rencontré il y a 6 mois et le Frank d'aujourd'hui était remarquable. Sa transformation est un témoignage du pouvoir de l'amour et de la sécurité, commenta-t-elle à Edward, mais aussi de ton engagement inébranlable pour son bien-être. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées sur le jardin, Edward rassembla tout le monde pour un toast spécial. Frank était à ses côtés, son petit corps pratiquement vibrant de bonheur. Aujourd'hui, commença la voix d'Edward, lourde d'émotion, nous ne célébrons pas seulement une adoption légale, nous célébrons la véritable signification de la famille, qui n'a rien à voir avec le sang et tout à voir avec l'amour. Les derniers invités quittèrent le manoir Monroe. Frank, épuisé mais heureux, était assis au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, toujours vêtu de son costume sur mesure. Edward le rejoignit, desserrant sa propre cravate en s'asseyant à côté de son fils. Le jardin était illuminé par des centaines de petites lumières, créant une atmosphère presque magique. « Papa » commença les mots de Frank, encore nouveaux et précieux sur ses lèvres, « puis-je te dire un secret ?» Edward sourit en posant son bras autour des épaules du garçon. « Bien sûr que tu peux, mon fils, » répondit-il. Toujours Frank prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur les lumières se reflétant dans l'eau de la piscine. « Quand je vivais dans la rue, chaque nuit avant de m'endormir, j'imaginais ce que ce serait d'avoir une famille, mais jamais, pas même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais que ça pourrait être aussi parfait. » Edward sentit son cœur se serrer avec ces mots. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Frank. « Eh bien, je pense que c'est le moment parfait pour te donner ton cadeau d'adoption. » Le garçon prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, ses yeux grands ouverts par curiosité. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels et une clé dorée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Frank en essayant de comprendre les papiers remplis de termes juridiques. Edward sourit en pointant les documents. « Cette clé est le titre du nouveau siège de l'Institut Monroe pour le soutien des enfants défavorisés, expliqua-t-il, touchant la clé dorée. C'est la clé de ton bureau là-bas parce que tu, Frank, seras mon partenaire dans ce projet. » Les yeux du garçon se remplirent de larmes en comprenant la signification de ce cadeau. L'institut serait construit près de l'endroit où Edward l'avait trouvé pour la première fois et son objectif serait d'aider d'autres enfants qui, comme Frank, avaient simplement besoin d'une chance de briller. Mais il y a plus, continua Edward en prenant une autre enveloppe. Voici notre itinéraire pour les prochaines vacances. Nous allons visiter chaque projet social significatif dans les grandes villes du monde. Nous commençons à Barcelone le mois prochain. Frank avait du mal à y croire. De garçon qui n'avait jamais quitté l'Arizona, il allait maintenant devenir un voyageur international avec une mission spéciale. Pedro apparut discrètement dans le jardin, portant un plateau de chocolat chaud, la boisson devenue un rituel nocturne pour père et fils. « Excusez-moi, monsieur » sourit-il en plaçant les tasses fumantes à côté d'eux. « Je pensais que vous aimeriez célébrer ce moment spécial avec votre boisson préférée. » En savourant le chocolat, Edward et Frank commencèrent à faire des plans pour l'institut. Le garçon avait des idées claires sur ce dont les autres enfants des rues avaient besoin, non seulement de la nourriture et un abri, mais aussi de l'éducation, de l'affection et surtout de l'espoir. « Nous leur donnerons ce que tu m'as donné, » dit Edward. « Une chance de rêver. » La nuit avançait, mais aucun d'eux ne voulait que ce moment se termine. Frank se laissa aller contre l'épaule d'Edward, son corps se relaxant avec la fatigue d'une journée si excitante. « Tu sais ce que je veux aussi faire à l'institut ?» murmura-t-il, ses yeux commençant à s'alourdir.
je veux avoir une immense bibliothèque avec tous les livres que je n'ai jamais pu lire dans la rue. » Édouard embrassa le sommet de la tête de son fils, son cœur débordant d'amour et de fierté. « Nous aurons la plus grande bibliothèque pour enfants de l'Arizona, » promit-il, « et tu aideras chaque enfant à découvrir l'amour de la lecture, tout comme tu l'as fait. » Frank sourit somnole, luttant pour garder les yeux ouverts. « Papa, » murmura-t-il, déjà presque endormi, « merci de m'avoir choisi. » Édouard sentit des larmes silencieuses couler sur son visage alors qu'il serrait son fils plus fort. « Non, mon fils, » répondit-il doucement, « merci à toi de m'avoir choisi aussi, de m'avoir fait confiance ce jour-là dans le garage, d'avoir été assez courageux pour sauver ma vie, de m'avoir donné la chance d'être ton père. » Les étoiles brillaient dans le ciel de l'Arizona alors qu'Édouard portait Frank endormi à l'intérieur du manoir. L'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses et de possibilités. L'histoire du garçon des rues qui avait sauvé un millionnaire était devenue quelque chose de bien plus grand, une histoire d'amour, de rédemption et d'espoir qui changerait non seulement leur vie, mais aussi celle d'innombrables autres enfants qui, comme Frank, avaient simplement besoin d'une chance de briller. Édouard porta Frank endormi dans sa chambre, le garçon tenant encore la clé dorée de l'Institut dans sa petite main. La chambre, autrefois un espace d'accueil impersonnel, débordait maintenant de personnalité. Les murs bleus étaient décorés de cartes et d'affiches de planètes, des étagères remplies de livres et de télescopes étaient stratégiquement positionnées près de la fenêtre panoramique. Avec un soin paternel qui le surprenait encore, Édouard retira les chaussures de son fils et l'enfourcha sous sa couette préférée à motif de constellation. Le garçon s'installa inconsciemment, un petit sourire jouant sur ses lèvres même dans son sommeil. Sur la table de chevet, une photo encadrée capturait le moment où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Édouard en costume élégant et Frank en vêtements en lambeaux, tous deux debout à l'entrée de l'aéroport. À côté, une photo plus récente montrait les deux souriant devant l'école, Frank tenant fièrement son premier bulletin scolaire avec les meilleures notes. « Promets-moi que lorsque je me réveillerai demain, tout cela sera toujours vrai, » murmura Frank somnole, ses yeux s'ouvrant brièvement. « Je te promets, mon fils, » répondit Édouard en s'asseyant sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux de son fils. « Je te promets, mon fils, ce n'est pas un rêve, c'est notre réalité maintenant et pour toujours. » Alors qu'il regardait Frank sombrer de nouveau dans le sommeil, Édouard réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé en quelques mois seulement. Le manoir, autrefois symbole de sa solitude et de son succès matériel, résonnait maintenant de rires, de conversations sur les étoiles et les planètes, et de questions curieuses sans fin sur le fonctionnement du monde. La clé dorée que Frank tenait représentait plus qu'un nouveau projet, c'était un symbole de transformation. Le garçon qui avait autrefois eu besoin d'aide allait maintenant devenir un agent de changement, utilisant sa propre expérience pour aider d'autres enfants à trouver leur chemin. « Tu m'as appris plus sur le courage et l'amour que toutes mes années de vie, » chuchota Édouard. Pedro apparut silencieusement à la porte, portant une dernière tasse de chocolat chaud pour Édouard. « Le petit maître est enfin endormi ?» demanda-t-il d'une voix basse, un sourire tendre sur le visage en voyant cela. Édouard hocha la tête en acceptant la tasse avec gratitude. « Oui, » répondit-il, rêvant de tous les enfants qu'ils aideraient ensemble. Avec un dernier baiser sur le front de son fils, Édouard se leva pour partir. Il s'arrêta à la porte, regardant une dernière fois le garçon qui non seulement avait sauvé sa vie, mais lui en avait donné un nouveau sens profond. « Bonne nuit, mon petit héros » murmura-t-il doucement en fermant la porte. « Demain, le reste de notre histoire commence. » Les étoiles de l'Arizona brillaient avec une intensité spéciale, comme pour célébrer ce nouveau départ. Une famille improbable s'était formée, prouvant que parfois, les liens les plus forts ne sont pas forgés par le sang, mais par le destin, le courage, avant tout, l'amour. Dans le petit atelier en bord de route, Victoria frottait furieusement une tache d'huile sur le sol. Ses genoux lui faisaient déjà mal à force de rester longtemps en contact avec le béton rugueux. Ses mains, autrefois délicates et toujours impeccablement manucurées, étaient maintenant rugueuses et tachées par les produits de nettoyage. L'uniforme usé cachait à peine combien son corps s'était amoindri au cours des 5 dernières années, résultat de repas rares et de travaux lourds. Lorraine, la mécanicienne qu'elle avait autrefois engagée pour tuer son mari, cria de l'autre côté de l'atelier, « Victoria, la salle de bain a besoin d'un nettoyage urgent. » Elle se leva avec difficulté, son dos protestant après des heures penchées sur le sol. En marchant vers la salle de bain sale, elle pouvait sentir le regard méprisant de l'homme qui était maintenant son patron, une ironie cruelle du destin. La salle de bain était son cauchemar particulier. Chaque tache, chaque morceau de saleté qu'elle devait nettoyer lui rappelait sa chute. Victoria observa son reflet dans le miroir taché.
Les yeux enfoncés, le visage marqué par des rides prématurées, les cheveux en désordre tirés en un chignon négligé. Voilà ce que l'ambition débridée fait à une personne, pensa-t-elle amèrement en saisissant la brosse pour frotter la cuvette des toilettes. Un camionneur musclé entra dans la salle de bain pendant qu'elle nettoyait. « Et princesse, ricana-t-il, assure-toi de bien faire le travail parce que j'aurai besoin de l'utiliser. » Victoria baissa la tête, avalant l'humiliation ainsi que les larmes qui menaçaient de tomber. L'homme avait pris soin de créer autant de désordre que possible et elle pouvait l'entendre rire en s'éloignant. La dame déchue s'enfonce de plus en plus chaque jour, commenta-t-il assez fort pour qu'elle l'entende. Le soleil ardent de midi filtrait à travers les fenêtres sales de l'atelier, rendant l'environnement encore plus étouffant. Victoria nettoyait maintenant une flaque de café qu'un client avait délibérément renversée. Son estomac gargouillait, elle n'avait pas mangé depuis la nuit précédente, lorsqu'elle avait partagé un paquet de biscuits moisis avec Lorraine. La bouteille de whisky bon marché cachée sous son lit était son seul réconfort, sa seule échappatoire à la dure réalité dans laquelle elle vivait. Le son distinct d'une voiture de luxe fit lever les yeux de Victoria de son travail. Par la porte de l'atelier, elle vit une voiture importée flambant neuve se garer. Son rouge vif contrastait violemment avec la poussière et la décadence des lieux. Son cœur se figea lorsqu'elle reconnut qui descendait du véhicule, Béatrice Alvarado, son ancienne rivale lors de l'événement caritatif de l'Arizona, celle qu'elle avait tant humiliée lors de ses fêtes somptueuses. « Je ne reviens pas de mes yeux », la voix de Béatrice tranchait l'air comme une lame de rasoir. Victoria Monroe, toute puissante, à genoux, nettoyant le sol de l'atelier, ses talons chers frappant un rythme cruel contre le sol sale à mesure qu'elle s'approchait, chaque pas résonnant comme une sentence de mort pour ce qu'il restait de la fierté de Victoria. « Les filles du club ne le croiront pas quand je leur dirai », lança Lorraine, saisissant l'occasion de davantage humilier Victoria. « Madame Victoria, la salle de bain doit être nettoyée pour notre cliente spéciale. » Béatrice poussa un rire perçant et malveillant. « Oui, ma chère Victoria, prépare la salle de bain pour moi et essaie de faire un meilleur travail que tu n'as fait avec ta vie, d'accord ?» Pendant qu'elle nettoyait les toilettes sales, Victoria pouvait entendre Béatrice au téléphone, délibérément fort. « Chérie, tu ne croiras pas qui j'ai trouvé en train de nettoyer des salles de bain dans un atelier au bord de la route. Oui, cette Victoria, celle qui pensait être meilleure que nous toutes, maintenant elle est à genoux, nettoyant après les autres. Justice divine, tu ne trouves pas ? » Béatrice s'assura de prendre des photos, garantissant que l'humiliation de Victoria serait immortalisée et partagée avec tout le cercle social qu'elle avait autrefois dominé. « Souris, ma chère », taquina-t-elle, l'éclat de son téléphone portable cher capturant Victoria à son moment le plus dégradant. « Tes anciennes amies adoreront voir à quel point tu t'es bien adapté à ta nouvelle position sociale. » Lorsque le dernier client partit et que Lorraine ferma finalement l'atelier, Victoria se traîna jusqu'à sa petite chambre à l'arrière, l'espace minuscule qu'elle partageait avec des cafards et l'odeur permanente de moisissure était son seul refuge. Assise sur le lit cassé, ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait une bouteille de whisky bon marché, son dîner et compagnon lors des nuits solitaires. La première gorgée brûlait sa gorge, mais pas autant que les souvenirs qui la hantaient. Le dos contre le mur écaillé, Victoria fixait son reflet fragmenté dans le miroir fissuré, la métaphore parfaite de sa vie brisée. Ses yeux autrefois vifs et cruels étaient maintenant ternes et encerclés de profondes ombres. Son visage, qui avait autrefois orné les colonnes de la société, montrait des marques prématurées d'une vie de privation. « Regarde-toi », murmura-t-elle à son reflet, sa voix épaisse de boisson et d'amertume. La puissante Madame Monroe réduit à cela. Une autre gorgée de whisky, plus longue cette fois. Sur le mur opposé, une vieille photo froissée, la seule qu'elle avait réussi à sauver de sa vie antérieure, la montrait à un de ces événements caritatifs, vêtue de soie et parée de bijoux. L'ironie était mordante, maintenant elle était plus misérable que n'importe quel pauvre qu'elle avait prétendu aider lors de ses fêtes. La bouteille était déjà à moitié vide lorsque Victoria se mit à rire, un son hystérique frôlant les larmes. Son plan parfait s'était effondré comme une maison de cartes, la fortune qu'elle convoitait, le statut qu'elle défendait bec et ongles, les amis qu'elle avait cultivés, tout avait glissé entre ses doigts comme l'eau sale qu'elle nettoyait maintenant du sol de l'atelier. « Tu voulais tout », murmura-t-elle pour elle-même, et finit par ne rien avoir, moins que rien, des larmes coulaient maintenant librement sur son visage usé, se mêlant à la sueur et à la saleté de la journée de travail. Victoria prit une autre gorgée, sentant le monde tourner autour d'elle. Quelque part dans la ville, Édouard et Franck étaient probablement à son manoir, vivant la vie qu'elle avait essayé de voler, et elle était là, se frayant un chemin avec des cafards dans une arrière-salle d'un atelier au bord de la route,
buvant du whisky bon marché pour essayer d'oublier qui elle avait été autrefois. La bouteille vide roulait sur le sol sale alors que Victoria se laissait tomber sur le lit dur. Le ventilateur de plafond cassé tournait paresseusement au-dessus d'elle, projetant des ombres dansantes sur les murs tachés d'humidité. La cupidité, murmura-t-elle, sa voix devenant plus hésitante. La cupidité est une maîtresse traîtresse. Elle ferma les yeux, laissant l'inconscience miséricordieuse de l'alcool la prendre enfin, sachant que demain ne serait qu'un autre jour d'humiliation et de rappel de ce qu'elle avait perdu à cause de sa propre ambition sans limite. Chancelant jusqu'à son lit misérable, la bouteille de whisky bon marché maintenant vide roulait sur le sol crasseux, la petite chambre tournant autour d'elle et le miroir fissuré sur le mur montrant des fragments déformés de son visage, un reflet approprié pour sa vie brisée. Ses mains maintenant rugueuses et tachées de produits de nettoyage tremblaient alors qu'elle essayait de se stabiliser contre le mur écaillé. Le ventilateur cassé au-dessus tournait paresseusement, projetant des ombres dansantes sur les murs tachés d'humidité. Dans son esprit ivre, chaque ombre semblait prendre la forme de quelqu'un de son passé. Édouard, Franck, les amis qui la méprisaient maintenant, les serveurs qu'elle avait humiliés lors de ses fêtes somptueuses, ils semblaient tous rire de sa situation. Sur le mur opposé, une vieille photo froissée, la seule qui restait de sa vie antérieure, la montrait à un de ces événements caritatifs, vêtue de soie et parée de bijoux. L'ironie était profonde, elle vivait maintenant dans des conditions pires que les pauvres qu'elle avait prétendu aider lors de ses fêtes. Son uniforme sale d'atelier était froissé dans un coin, un rappel constant de sa nouvelle réalité. L'odeur d'huile et de graisse s'était imprégnée dans sa peau, se mêlant à la puanteur persistante de moisissure qui dominait la petite chambre. Les cafards, ses seuls compagnons nocturnes, couraient librement sur le sol. Victoria poussa un rire amer, même les insectes semblaient plus à l'aise ici qu'elle. Entre des sanglots ivres, elle murmura pour elle-même « Regarde ce que tu es devenue, la grande Victoria Monroe, nettoyant des toilettes, buvant du whisky bon marché, dormant avec des cafards. » Ces mots étaient ponctués de hoquets de pleurs, l'alcool brisant enfin les dernières barrières de sa fierté. À l'extérieur, le vent chaud de l'autoroute portait poussière et bruit lointain, des voyageurs passants, des bavardages, le coup de klaxon occasionnel. Le monde continuait de tourner, indifférent à sa chute. Quelque part en Arizona, la vie qu'elle avait essayé de voler se poursuivait sans elle, l'inconscience commençait à l'envelopper, un refuge temporaire de sa dure réalité. Ses dernières pensées avant de succomber au sommeil portaient sur la façon dont sa cupidité avait été son propre poison, elle qui avait toujours voulu plus, qui n'avait jamais été contente de l'abondance qu'elle avait déjà, ne possédait maintenant que des regrets et une bouteille vide. Victoria Monroe, l'ancienne reine de la société, s'effondra sur son lit dur comme la pierre, son visage une masque grotesque de larmes mêlées au maquillage bon marché qu'elle avait acheté au magasin de coin. Ses cheveux, autrefois toujours parfaitement coiffés dans des salons luxueux, étaient maintenant secs et en désordre, collant à son visage trempé de sueur et de larmes. La puanteur de whisky bon marché émanait de sa peau, se mêlant à l'odeur persistante de produits de nettoyage qu'aucune douche ne pouvait complètement éliminer. Dans ses rêves embrouillés par l'alcool, les fantômes de son passé la tourmentaient sans pitié. Elle se revoyait dans les salons dorés du manoir Monroe, drapée de soie française, sa main délicate tenant une flûte de cristal de champagne, mais le rêve se transformait rapidement en cauchemar. Les bijoux à son cou devenaient des chaînes, sa robe de soirée se déchirait en lambeaux et le sol en marbre sous ses pieds se transformait en béton rugueux de l'atelier. Ses gémissements ivres résonnaient dans la salle sordide alors qu'elle revivait une à une les décisions qui l'avaient menée ici. La cupidité qui l'avait poussée à comploter le meurtre de son mari, le mépris cruel pour le gamin des rues qui avait fini par sauver la vie qu'elle avait tenté de prendre, l'arrogance qui la faisait croire qu'elle ne serait jamais attrapée. Chaque décision, chaque moment d'ubris et de cruauté avait été un clou dans son propre cercueil social. La nuit avançait implacablement, apportant avec elle la certitude amère que l'aube n'apporterait pas de soulagement. Dans quelques heures, elle serait à nouveau à genoux, frottant le sol de l'atelier, nettoyant des salles de bain sales, endurant les blagues cruelles des clients et les regards de mépris. Son purgatoire particulier, méticuleusement construit de ses propres mains, n'avait pas de fin en vue. Les cafards couraient librement dans la pièce alors qu'elle se retournait et se retournait dans son sommeil agité. Dans ses cauchemars, il se transformait en visage de ses anciens amis de la société, riant et pointant du doigt alors qu'elle essayait en vain de maintenir sa dignité. Le ventilateur de plafond cassé tournait paresseusement, ses ombres dansant sur les murs tachés comme une valse macabre, se moquant de sa disgrâce. Victoria avait construit son enfer personnel avec le mortier de sa propre arrogance, brique par brique d'une ambition débridée, et maintenant il n'y avait pas d'échappatoire.
Son royaume de luxe et de pouvoir s'était transformé en un petit espace infesté de cafards, sa couronne ornée de bijoux remplacée par un chignon négligé qui pouvait à peine cacher les mèches blanches prématurées, résultat du stress et de la privation. L'ancienne reine de la société de l'Arizona ne régnait maintenant que sur des lambeaux et des souvenirs amers, son seul sujet fidèle étant la bouteille de whisky vide roulant sur le sol sale. Demain viendrait inéluctablement, apportant avec lui un autre jour d'humiliation et de regret, mais pour l'instant, dans son état d'ivresse, Victoria pouvait au moins oublier momentanément que sa vie était devenue la définition même du karma, un cruel rappel que la cupidité, lorsqu'elle est laissée sans contrôle, a le pouvoir de transformer les reines en parias, les palais en porcheries et les rêves de grandeur en cauchemars de misère.